Le thème d'aujourd'hui va vous, j'espère, surprendre, mais surprendre toujours positivement, hein, puisque je dois dire que j'ai trouvé l'idée très séduisante, hein, la nature, source d'innovation dans nos organisations. Je pense que Solal est dans son action au quotidien, le lien entre cette nature et l'homme. Et donc, ça fait partie des raisons pour lesquelles nos choix se sont arrêtés sur cette thématique aujourd'hui. Solal, finalement, son cœur de métier, c'est bien d'être cette synthèse entre l'homme et la nature, puisque nous distribuons régulièrement, je vais dire quasi quotidiennement. Je pense à Judith qui transpire souvent, puisque nous mettons en relation le produit de la nature et du travail de l'homme pour l'homme. Et donc on est vraiment au cœur de cette thématique. Et puis c'est aussi souvent le remède à un nombre de maux de notre société. Et la première des choses, c'est de pouvoir s'alimenter. Et ce matin, j'étais sur un plateau télé où finalement on est arrivé à la conclusion que ce qu'il fallait qu'on préserve, c'est le travail de la nature et des hommes pour nourrir les hommes. Parce que c'est souvent faute de nourriture que les conflits naissent. Et je crois que cet équilibre, il faut qu'on arrive à le préserver, et c'est ce que font les agriculteurs au quotidien dans leur vie. Pour traiter de ce thème, je vais vous présenter et remercier par avance nos deux experts. Jean-Baptiste André, chercheur au CNRS et spécialiste en biologie de l'évolution. Et puis Tariq Chark, excusez-moi. Chaque, c'est ça, voilà. C'est un défaut, j'écorche souvent les noms, et je peux vous dire qu'au Parlement européen, ça ne vaut pas que des amis. Et il y en a un certain nombre qui sont pour moi compliqués à prononcer, qui est donc directeur du pôle biomimétisme de l'Institut des futurs souhaitables. Merci en tous les cas à tous les deux. Mais on a aussi à cette tribune, et pour moi c'est important, on a notre parrain et notre marraine. Je veux dire notre marraine et notre parrain. Il arrive, il va tarder de nous rejoindre, qui sont toujours à nos côtés. Et je veux les remercier parce qu'à chaque événement, ils sont là. Ils sont nos soutiens indéfectibles. Merci Marion. Je remercierai Guillaume à son arrivée. Et puis j'accueille François Pasteau, notre chef, fortement impliqué dans un des axes de travail de Solal, qui est la lutte contre le gaspillage alimentaire, thème qui est cher à mon cœur, puisque c'est ma petite fierté de parlementaire européen que d'avoir porté ce thème haut et fort au Parlement, qui fait aujourd'hui partie des propositions de la Commission européenne sur l'économie circulaire. Voilà, la France, une fois de plus, a porté haut et fort ses couleurs, et Guillaume Garot, avec qui j'ai entamé ce travail et qui nous rejoint à l'instant, est aussi un de nos soutiens indéfectibles, et c'est de nos longues conversations qu'ont débouché nos engagements réciproques, mutuels et respectifs sur la lutte contre le gaspillage alimentaire. Merci Guillaume, à notre parrain, d'être ici aujourd'hui. Ce qui est le plus important, c'est pas ce que j'ai à dire, c'est ce thème, et je vais tout de suite céder la parole à nos deux experts. Et nous avons notre maître de cérémonie en la personne de Dorothée, à qui nous devons beaucoup, ainsi que à Judith, qui sont, j'allais dire, nos fourmis ouvrières, mais donc nous allons traiter de cette question. Je lui cède tout de suite la parole. Merci Dorothée pour notre collaboration et pour votre implication bien au-delà du travail qu'on peut attendre d'un collaborateur.
Merci Angélique, merci beaucoup. Et puis merci à Judith, parce que Judith, dans son CV, elle avait une petite mention qui était biomimétisme, et c'est vrai que c'est un petit plus qui m'a convaincue, et ben voilà, ce thème, nous l'avons travaillé toutes les deux. Voilà. Alors, l'entraide, c'est une autre loi de la jungle, c'est le titre d'un ouvrage récent de Pablo Servigne et de Gauthier Chapelle, et qui démontre que la compétition dans la nature serait un mythe, en tous les cas. Alors, nous allons avoir deux temps dans ce colloque. Nous allons avoir un temps des experts pour nous aider à éclaircir les notions de coopération présentes dans la nature, et puis un temps de réaction de nos grands témoins. Et nous aurons ensuite l'occasion de revenir sur les 50 solars, parce que voilà, c'est une pierre deux coups, c'est-à-dire qu'on essaye de dresser un bilan et des perspectives. Et il y aura une troisième partie, je vous encourage à rester jusqu'au bout, parce que la troisième partie, c'est celle qui va vous récompenser de votre fidélité, de votre participation. Ce sera la présentation du buffet qui suivra par François Pasteau. Voilà. En fait, Jean-Baptiste André, tu as été présenté. Alors, juste quelques mots. Je dirais que tu as commencé par une thèse sur la coopération entre les bactéries pour comprendre le développement des maladies et démontrer que la coopération peut être nocive dans certains cas. Tiens. Puis, tu passais des bactéries aux hommes, mais en passant dans les fourmis. D'où le titre de ton intervention. Non, c'est pas ça, je me suis trompée. Ça y est, je me suis trompée, voilà. Bon, bref, tu vas nous réexpliquer ça. Quelles sont les origines et les formes de coopération en biologie? Alors, mythe ou réalité? Alors, bonjour. Donc moi, je vais vous parler de ce que la biologie, en particulier l'évolution, a à dire sur l'origine de la coopération, de manière très générale. Donc ça sera un peu loin de ce qui vous préoccupe dans votre quotidien, mais au pire, ça vous fera juste de la culture générale, c'est déjà bien. Alors, pourquoi c'est intéressant? Donc ce qu'on a, c'est on a la diversité des espèces qui existent, qu'on voit autour de nous, qui sont parfois extraordinaires, parfois néfastes. Nous-mêmes, on en fait partie. Et on sait le processus qui a donné lieu à ces espèces. On sait que ce processus, essentiellement, c'est le processus qu'on appelle la sélection naturelle, c'est le processus principal qui a produit cette diversité du vivant qu'on a autour de nous. Ce processus, il a été découvert par deux Anglais, Charles Darwin et Alfred Wallace, au 19e. Pour le comprendre très rapidement, en quelques mots, on va prendre un petit exemple. C'est l'exemple d'un petit papillon qui s'appelle la phalène du bouleau en Angleterre au 19e siècle. Avec la révolution industrielle, les arbres en Angleterre sont devenus tout noirs à cause de la pollution. Et on avait ce papillon qui était blanc. Son morphe normal est blanc. Normal, à cette époque-là, était blanc. Et en fait, les morphes blancs, vous voyez sur la photo à gauche, là, il y en a deux, il y a un noir et un blanc. Et le morphe blanc est très visible. Le morphe noir, qui était présent en fréquence très faible, c'était des mutants qui étaient là de manière très faible, il était beaucoup moins visible dans ce nouvel environnement. Et donc il était moins mangé, et donc sa fréquence a augmenté. Donc, vous voyez le graphe en bas à droite qui vous montre la réduction de la fréquence du morphe blanc et l'augmentation de la fréquence du morphe noir. Ça, c'est en 10 ans, en Angleterre, au moment de la révolution industrielle. C'est le principe de la sélection naturelle. Il y en a qui se reproduisent plus que d'autres, qui meurent moins que les autres, et donc ils se reproduisent plus que les autres. Et ça, quand on extrapole sur des millions d'années, ça produit toutes les adaptations extraordinaires qu'on observe dans le vivant. C'est les plus extraordinaires qu'on connaît tous, les organismes vivants qu'on a autour de nous. Là, je vous mets deux exemples qui sont le même type d'adaptation, parce que c'est du camouflage aussi, avec un gecko en haut à gauche qui ressemble à une feuille, et puis en bas à droite, il y a une araignée que vous ne voyez même pas, une araignée crabe, qui est jaune et qui permet d'être invisible et de manger les insectes qui viennent polliniser la fleur. Mais le truc, c'est que, là où c'est intéressant, c'est que ce mécanisme qu'est la sélection naturelle, qui a produit les organismes qu'on voit autour de nous, c'est un mécanisme profondément compétitif. Je vais vous l'expliquer, il y a certains individus qui gagnent et d'autres qui perdent. Et de ce fait, parmi les adaptations, les phénomènes vivants les plus massifs, les plus charismatiques qu'on a autour de nous, une grande partie sont des phénomènes très hautement compétitifs. Prenez un cerf magnifique, exceptionnel, avec ses ramures au moment de la période de la reproduction. À quoi ça sert les ramures? Ça sert à rentrer en compétition contre d'autres cerfs pour avoir accès aux femelles, avec des conflits violents. Un autre exemple beaucoup plus rigolo, que j'ai rencontré il n'y a pas longtemps, j'ai entendu parler il n'y a pas longtemps, c'est une grenouille en Amérique du Sud qui a les fesses gonflables, empoisonnées, avec des yeux dessinés dessus, pour faire peur à ses prédateurs. Voilà, c'est ça que fait, c'est pas spécialement sympathique, donc c'est ça que fait la sélection naturelle.
Alors, la sélection naturelle, donc, alors j'aurais pu prendre d'autres exemples encore pires, encore plus compétitifs, comme le fait qu'on a un taux d'infanticide énorme chez plein d'espèces de mammifères, des mâles qui tuent les enfants des autres, etc. On a la sélection naturelle produit des organismes hautement compétitifs. Donc ça nous amène à un paradoxe, une sorte de paradoxe apparent, qui est, on voit bien autour de nous qu'il existe aussi de la coopération dans le vivant, et aussi chez l'homme, qui fait partie du vivant. Et donc la question qu'on peut se poser, c'est d'où ça vient? Comment on peut expliquer l'existence de coopération dans le vivant? Donc là, je vous ai mis quelques exemples, on ne reparlera pas forcément de cet exemple-là, mais d'autres exemples après. Donc la question, en clair, c'est comment est-ce qu'on peut avoir, je sais pas pourquoi les slides ont été changés, c'est pas un petit peu une c'est pas grave. Comment est-ce qu'on peut avoir de la coopération qui émerge à partir de la compétition? C'est ça la question. Alors, donc, à cette question-là, on a les évolutionnistes, ça fait longtemps qu'on travaille là-dessus, en fait, parce que c'est des questions apparemment paradoxales. On a 3 types de réponses. On donne 3 réponses différentes à ces questions. Je vais vous parler des 3 très rapidement. Premier type de réponse, on peut avoir la sélection naturelle, donc ce mécanisme compétitif qui favorise de la coopération au sein de la famille. Il y a des bonnes raisons, on les comprend très bien d'un point de vue théorique, ces raisons-là, je vais vous expliquer, c'est juste parce qu'on partage des gènes en gros. On comprend très bien que c'est adaptatif d'aider ses enfants. Je vous ai pris l'exemple des orques qui ne dorment pas pendant plusieurs mois après la naissance de leurs enfants. Ça vous rappelle peut-être quelque chose. Ou cette araignée qui se fait manger volontairement par ses enfants pour leur donner la nourriture. Et on peut... Alors là, il y a un problème parce que les slides n'ont plus les bons... normalement, c'était noir. Ouais, normalement, c'était noir, le fond. Non, mais c'est pas grave, tant pis. Je vais me débrouiller. Non, mais c'est pas grave, on va pas... non, c'est pas la définition, c'est le fond des slides qui était noir, et là, ça a été transformé en blanc. C'est pas grave. Simplement, on peut généraliser ce mécanisme de l'aide aux enfants au reste de sa famille. Ça, c'est ce qui explique le comportement d'altruisme au sein des sociétés d'insectes, par exemple. Vous avez des fourmis, ici vous avez des fourmis qu'on appelle des fourmis à miel, qui se sacrifient complètement, qui sont remplies de miel, et qui servent de ressources alimentaires pour leurs congénères, mais qui sont leurs sœurs. Et c'est pour ça que ça a été favorisé par la sélection naturelle, parce qu'elles partagent les mêmes gènes. Voilà. Mais simplement, ça, c'est pas de l'altruisme indifférencié, ça n'existe qu'au sein de la famille. Au contraire, quand on mettait 2 colonies de fourmis de pas la même famille, côte à côte, elles se font la guerre. C'est complètement népotiste comme comportement. Ok. Donc ça, c'est le premier type d'explication sur laquelle je passe vite, qui explique qu'on puisse avoir de la coopération qui évolue dans le vivant. Deuxième type d'explication, qui apparaît absolument trivial, mais qui est quand même important à prendre en compte, c'est qu'on peut avoir évolution de coopération, tout simplement, entre 2 individus qui ont des intérêts communs. Là, je prends un exemple qui est très joli, qui est l'exemple d'un oiseau qu'on appelle indicateur, honeyguide en anglais. Alors cet oiseau, il se nourrit de miel. Le problème, c'est qu'il ne peut pas avoir accès au miel. Les ruches dans la nature en Afrique, elles sont souvent dans les troncs des arbres. L'oiseau lui-même est tout petit, il ne peut pas aller casser le tronc des arbres. Qu'est-ce qu'il fait? L'oiseau, il produit un son, il est capable de détecter les positions des ruches parce qu'il voit les abeilles. Il produit un son qui attire les hommes vers les ruches. Les hommes cassent le tronc et prélèvent le miel, mais il restera du miel à la fin dont le petit oiseau va se nourrir. Donc il y a une symbiose qui a évolué entre cet oiseau et les humains et qui permet à tous les deux de bénéficier. C'est pas de l'altruisme du tout, l'oiseau il a tout à fait intérêt à indiquer la source de nourriture aux humains. Et de fait, cet oiseau n'est pas du tout altruiste parce que, juste entre parenthèses, le reste de la vie de cet oiseau est horriblement limite d'une violence extrême. En fait, c'est un oiseau qu'on appelle parasite social. Il est pondu dans le nid d'une autre espèce d'oiseau. Alors, je ne sais pas si vous voyez ce qu'il a au bout du bec à sa naissance. C'est un petit poignard, et ce petit poignard, il a été favorisé par la sélection naturelle parce que dès qu'il naît, cet oiseau, qu'est-ce qu'il fait? La première chose qu'il fait, c'est qu'il tue tous les autres œufs dans le même nid. Voilà. Donc on n'a pas une espèce qui est juste altruiste en général, elle coopère quand elle y a intérêt. Un autre exemple qui est assez joli de forme de coopération en vivant pour des intérêts communs, c'est l'exemple des poissons nettoyeurs. Donc vous voyez ce petit film là, donc vous avez là vous voyez un tout petit poisson qui se balade là et qui vient manger les parasites de ces gros poissons qui sont des barracudas. Ça se passe là, c'est en Australie. Il y a des spots dans la mer, comme ça, dans l'océan, qu'on appelle également des stations de nettoyage, où les gros poissons viennent et se font retirer leurs parasites par des petits poissons. Et donc, tout là, c'est une forme de coopération, on comprend très bien comment elle a pu évoluer, tout le monde en bénéficie. Moi, je me nourris des parasites du gros poisson, j'ai intérêt à les manger, et moi, le gros poisson a intérêt à se faire des parasites. Mais on voit que c'est pas de l'altruisme du tout, c'est que, quand on fait l'expérience suivante, donc ces petits poissons-là, qui sont des nettoyeurs, ils ont 2 types de clients. Ils ont des clients qui sont territoriaux, qui sont donc des clients captifs, qui ne pourront pas partir ailleurs, parce qu'ils ne peuvent pas changer d'endroit. Et puis ils ont des clients qui sont mobiles, qui ne sont pas des clients captifs. Et quand on fait l'expérience
de donner le choix. On a plusieurs clients disponibles à traiter. Qu'est-ce que fait le poisson nettoyeur? Il va toujours traiter en priorité le client mobile non captif, parce que le client captif, lui, il ne va pas partir, il va rester. Donc on va traiter beaucoup mieux le client qui a le choix. Donc c'est aussi une forme de cynisme dans cette coopération évoluée par la sélection naturelle. Et enfin, dernière raison pour laquelle la sélection naturelle peut favoriser la coopération, c'est lorsque on peut coopérer de manière réciproque. On peut coopérer lorsque les autres rendent l'appareil. La sélection naturelle peut favoriser ça. Je vais vous donner 2 exemples tirés de la biologie, puis après on parlera juste dans mon intervention suivante, on parlera des humains. Les chauves-souris, une espèce de chauve-souris qui s'appelle des vampires, qui se nourrissent de sang, et qui a la caractéristique, de sang de mammifères, vraiment des vampires, qui a la caractéristique d'avoir un besoin vital de repas sanguin. Pendant 48 heures, je n'ai pas mangé, je vais mourir. Et donc, ce qui a évolué chez cette chauve-souris, c'est un mécanisme de réciprocité. Lorsque vous n'avez pas eu accès à manger, il y a une congénère qui va vous donner, qui a eu un repas sanguin, qui va vous en donner un petit peu, et en échange, le lendemain, plus tard, vous allez lui en donner. On peut montrer que c'est vraiment conditionnel. Un autre exemple, l'expérience est très rigolote, c'est chez un petit poisson qui s'appelle l'épinoche, qui a des prédateurs qui sont dangereux, et l'épinoche, je ne me demandais pas pourquoi, il a besoin d'aller inspecter son prédateur. Il doit avoir des informations, savoir ce que c'est, etc. Mais évidemment, il n'a pas envie d'y aller tout seul, d'être le seul c'est dangereux de s'approcher d'un prédateur. Et qu'est-ce qu'ils font, les épinoches? Ils y vont à 2. Ils se mettent ensemble et ils s'approchent du prédateur à 2. Et ce qu'on a pu montrer expérimentalement, ce que Minsky a pu montrer expérimentalement il y a longtemps, c'est quand il fait une expérience très rigolote, il prend un épinoche et il met un miroir à côté. Donc l'épinoche pense qu'il est 2. Et avec l'orientation du miroir, je peux faire croire à l'épinoche que son partenaire avance devant lui. D'accord? Ou alors au contraire de faire croire que mon partenaire est toujours derrière moi. Et ce qu'on a pu montrer, c'est que l'épinoche a un comportement conditionnel. Si mon partenaire avance, alors j'accepte d'avancer aussi. Mais s'il n'avance pas, alors je refuse d'avancer. Une forme de conditionnalité qui permet une coopération réciproque d'évoluer. Voilà. Merci beaucoup. Alors, Tariq, finalement, on a eu le cadrage général de ce que la science a observé de différents comportements dans la nature. Et finalement, il y a tout un mouvement qui s'appelle le biomimétisme, qui fait qu'on peut s'inspirer de la nature. Donc, comment fait-on? Alors, merci déjà de l'invitation et bonne fête à Solal. Et effectivement, la première intervention est vraiment très intéressante pour pouvoir justement parler ensuite du biomimétisme. Et en fait, c'est très très important de se rendre compte que dans la nature, il y a toutes sortes de stratégies. Et j'en parlais un petit peu plus tout à l'heure quand on parlera des organisations. Il ne s'agit pas ici de partir avec une sorte d'angélisme en pensant que tout ce qui est dans la nature est forcément bon à imiter. Le biomimétisme, c'est vraiment, si on peut passer à la suivante s'il vous plaît, le biomimétisme, c'est avant tout déjà peut-être se réinterroger sur notre place sur notre belle planète et aussi utiliser la capacité de l'humain d'apprécier quelque part, ou de réapprécier la chance extraordinaire que l'on a de vivre sur une planète comme la planète Terre. Et je voudrais juste passer quelques minutes de vidéo pour nous réancrer peut-être dans cette beauté. Ça ne dure pas très longtemps. Il y a du son ou pas? Non? C'est pas grave. Non, il y a une belle musique que vous connaissez tous, mais c'est pas grave. C'est It's a Wonderful World Armstrong. Et c'est important, je pense, de vraiment réaliser à quel point, nous, espèces humaines, nous avons cette capacité incroyable d'apprécier la beauté du monde. Beaucoup d'autres espèces, quelque part, n'ont peut-être pas cette capacité, tout simplement parce qu'elles n'ont pas conscience d'elles-mêmes. Vous savez, on peut voir qu'un enfant, à partir d'un certain nombre de mois, prend conscience de lui-même dans un miroir. Et cette capacité cognitive nous permet aussi de développer des modèles de représentation qui peuvent soit nous permettre d'inventer des technologies extraordinaires, mais qui ne prennent pas vraiment en compte l'interdépendance avec le reste du système, d'où problème avec le climat, problème avec la biodiversité, etc. etc. Mais ce n'est pas une fatalité, on peut aussi utiliser cette intelligence pour finalement utiliser nos capacités cognitives à plein, tout en se resynchronisant avec cette belle planète, qui reste encore vraiment, vraiment belle. Et je pense que ce sens de la beauté, ce sens de l'esthétique, qui fait partie de la dimension humaine, c'est aussi quelque chose qu'on doit mobiliser dans le biomimétisme. On peut peut-être passer à la suivante. C'est quelques minutes simplement avec une belle musique.
Donc la suivante. Désolé pour le son. Non, pas de problème, c'est pas grave. J'ai fait des réglages avant, mais voilà, ça s'appelle le bug informatique. Là, je meuble, hein, c'est ça, comme en radio, ajustement auto en cours, oui, ça va être. Allez-y. Et en fait, le biomimétisme, l'idée, c'est vraiment de se dire, quelque part, est-ce qu'on ne peut pas utiliser cette capacité qu'a l'humain d'observer la nature depuis quasiment la nuit des temps? Ça, c'est pas nouveau du tout, hein. Léonard de Vinci est un très très grand exemple célèbre de quelqu'un qui a été formidablement habile à observer la nature pour essayer d'imaginer des innovations. Ce qui est nouveau dans le biomimétisme et qui est plus récent, c'est cette intention de mobiliser cette capacité pour répondre à des enjeux de responsabilité sociale et environnementale. Donc comme outil d'accélération de la transition vers un futur souhaitable, justement, vers des futurs souhaitables pour qu'on en discute tous ensemble de ce que c'est que ces futurs souhaitables, sans être dogmatique. Mais en même temps, prendre en compte les conditions qui nous accueillent. Et ça, c'est vraiment une américaine qui s'appelle Janine Benyus, qui est la première à poser par écrit cette intention en 1997, et son livre a été traduit en français il y a à peu près une dizaine d'années. Donc le biomimétisme, c'est s'inspirer du vivant pour essayer de résoudre des enjeux humains de responsabilité sociale et environnementale. Et on peut diviser en 3 grands types. Un premier type va s'intéresser par exemple au design, à la forme. Pourquoi ce coquillage a été justement amené par l'évolution à avoir ce type de forme, quel type de contraintes finalement environnementales ce coquillage finalement répond à des contraintes. Donc c'est intéressant d'essayer de comprendre le lien entre forme et contrainte et voir si on ne peut pas en tirer quelque chose pour l'architecture, pour consommer moins de matériaux, moins d'énergie, ce genre de choses. Ça peut être également les matériaux eux-mêmes. Si je prends cet exemple du verre, là, il y a plein d'organismes qui utilisent également la silice dissoute dans l'eau pour faire du verre, sauf que nous on a besoin de 1000 degrés Celsius pour faire du verre. Une éponge, c'est à température ambiante dans de l'eau qui est disponible autour d'elle. Donc là aussi, pour fabriquer certains matériaux, on a peut-être des choses à apprendre. Et le troisième, c'est vraiment la dynamique des systèmes. C'est la complexité, l'émergence, les phénomènes d'interaction. Et à chaque fois, je vais illustrer avec quelques exemples pour que ce soit plus concret. Donc, j'aime bien l'exemple du requin parce que ça fait quelques millions d'années que les requins ont prouvé leur durabilité. Ils n'ont pas beaucoup changé dans leur forme et dans leur fonction. Ils sont avec nous depuis longtemps. Nous, Homo sapiens, c'est 200 000 ans, peut-être un peu plus, mais maximum 200-250 000 ans. Et bien là, le requin, s'il n'a pas prouvé sa durabilité par rapport à nous, je ne sais pas ce qu'on peut penser. Et ce qui est très intéressant, c'est que malheureusement, on a à peu près fait disparaître 90% des populations de requins par surpêche, et que malgré tout, on est en train de découvrir maintenant, un peu sur le tard, à quel point non seulement ils ont un rôle écologique majeur, ils ont façonné les océans en tant que prédateurs depuis des millions d'années, mais qu'en plus de ça, quand on observe un requin, on peut apprendre des tas de choses à plusieurs niveaux. On est dans la multifonctionnalité dans le vivant. Une peau de requin, ça a été utile pour faire une combinaison qui a permis de rafler les médailles aux Jeux Olympiques de 2000, je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Mais vous appliquez le même principe de carène, vous voyez les écailles de requin là-bas, en gros plan, elles sont carénées, vous appliquez le même principe sur un revêtement, sur un avion, sur une voiture, vous diminuez la consommation de carburant, juste par le revêtement. Mais on se rend compte en plus qu'aucune bactérie n'est capable de s'attacher sur une peau de requin. Et c'est pas parce qu'il y a un antibiotique, mais simplement parce que structurellement, c'est difficile pour les bactéries d'adhérer. Et donc vous imitez ça et vous créez une surface naturellement antibactérienne et vous pouvez recouvrir dans les hôpitaux, les robinets, les poignées de porte et contribuer à lutter contre les infections nosocomiales. Et vous vous rendez compte aussi que la forme de la queue est vraiment super efficace pour transformer le mouvement en force de propulsion. Et si vous inversez le concept et vous faites une hydrolienne dans un endroit où il y a du courant, vous captez l'énergie des mers. En France, il y a une start-up qui s'appelle e-Energy qui a développé un principe similaire en partant du constat qu'il n'y a pas de poissons avec des hélices, mais plutôt des membranes ondulantes. Et ils ont fait des hydroliennes testées par Ifremer pour capter l'énergie des mers de manière extrêmement efficace et en travaillant également sur le matériau pour être responsable. Ensuite, donc voilà l'exemple de I que vous voyez là. La baleine à bosse, on se rend compte aussi qu'elle est capable de mouvements extrêmement fluides dans l'eau, malgré son volume et sa masse. Et on se rend compte qu'en fait, les bosses qu'elle a sur ses nageoires contribuent à créer des tourbillons qui accélèrent les écoulements laminaires. Et si on applique ça sur une éolienne, eh bien vous avez une éolienne qui fonctionne par faible vent, de manière plus efficace et en faisant moins de bruit. Maintenant, si par exemple vous prenez un exemple en architecture, où en même temps c'est l'alliance entre matériaux et formes, on se rend compte que le modèle de la pomme de pin peut être extrêmement intéressant pour avoir un bâtiment qui, de manière passive, c'est-à-dire sans électricité, régule l'environnement intérieur. Pourquoi ? Parce que la pomme de pin va s'ouvrir en fonction de l'orientation des fibres. Il y a des fibres qui vont se contracter si c'est plus ou moins humide. Et du coup, ça va ouvrir la pomme et permettre à la graine de sortir au bon moment. Vous faites ça sur des matériaux
dans un bâtiment, vous avez des alvéoles qui s'ouvrent en fonction du taux d'humidité et de la température et qui vont aérer le bâtiment au bon moment de manière complètement passive. La suivante. Des tas d'autres exemples, hein, j'en ai sélectionné quelques-uns pour que ce ne soit pas théorie. Dans les matériaux, ce magnifique papillon tropical, papillon morpho, ses couleurs ne dépendent pas de pigments, c'est des couleurs structurelles, c'est les propriétés de surface de l'aile. Et son aile lui sert à voler, son aile lui sert éventuellement à attirer un partenaire, multifonctionnalité encore, mais en plus de ça, un chercheur au muséum étudie ça, on se rend compte que dans ces milieux-là, il a besoin de maintenir sa température à pas plus de 40 degrés à peu près. Et que l'aile, en fait, va avoir des propriétés de diffusion de la lumière qui permettent de maintenir de manière complètement passive également la température à une température optimum. Et si jamais vous appliquez ça sur des panneaux solaires qui ont le même problème de surchauffe éventuellement quand il fait vraiment très chaud, eh bien vous avez aussi un phénomène d'autorégulation par propriété de surface. La suivante s'il vous plaît. C'est des propriétés photoniques. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'exemple du verre, ça c'est Jacques Livage et Clément Sanchez au Collège de France qui ont réussi à synthétiser dans de l'eau du verre. Donc on est capable, quand on applique notre intelligence en s'inspirant de la nature, de transformer le feu par l'eau et de fabriquer à température et à pression ambiante. On n'est pas encore capable de faire des vitres, mais c'est le début. Merci, la suivante. Et alors le dernier, c'est les systèmes. Ce qui est extraordinaire, c'est de prendre l'exemple d'un récif de corail ou d'une forêt tropicale. Pourquoi est-ce qu'on voit si bien dans une eau tropicale? Parce que l'eau est pauvre en nutriments. Vous avez un milieu extrêmement pauvre au départ, qui déploie en fait une richesse incroyable par la dynamique de coopération des organismes les uns avec les autres. Et dans les écosystèmes, il n'y a pas de boss, il n'y a pas de patron, il y a création de valeur, parce qu'à un moment donné, vous franchissez un seuil, et la dynamique des interactions fait que tout d'un coup, la création de valeur est même déconnectée des conditions physico-chimiques de départ. La forêt tropicale, c'est pareil. Si vous n'avez pas la forêt, vous avez un sol qui est lessivé par les pluies, qui est en général pauvre, et au fur et à mesure que la forêt s'installe, à un moment donné, vous avez création de valeur, création de richesse, découplée de la surface. Alors pour un agriculteur, c'est vachement intéressant ça aussi. Maintenant, ce n'est pas les mêmes modes de prélèvement, mais vous voyez un petit peu la promesse de ce genre de modèle. Si vous avez une surface, en général, vous avez un certain rendement maximal que vous pouvez imaginer. La forêt tropicale, par le jeu des interactions des espèces, à un moment donné, vous avez quasiment un découplage qui se fait. Alors voilà, c'est quelques exemples, on aura peut-être l'occasion de parler d'organisation un peu plus tard. Exactement, merci de camper le décor et nous avoir donné les notions de base. Et maintenant, finalement, venons-en au sujet. Alors, peut-on s'inspirer de la nature dans nos organisations, dans notre management, dans notre responsabilité sociétale des entreprises? Jean-Baptiste, comment tu vois cette réponse? Il faut qu'on revienne à tes slides qui, là, sont sur fond noir et qui vont peut-être arriver sur fond blanc. Je ne sais pas. Là, j'avoue que... Ah, tu es sur fond noir, Jean-Baptiste, cette fois-ci. C'est bon, ça marche. C'est bon? Donc, moi, ce dont je voulais te parler, comme les conséquences de ce que je vous ai raconté sur le point de vue de l'organisation. Il y a plein de choses à dire, mais rapidement, le plus important me semble être de vous dire ce qu'on sait sur la manière dont nous, parce que c'est nous qui faisons nos organisations, la manière dont nous on voit la coopération, dont notre psychologie a évolué sous l'effet de la sélection naturelle pour coopérer. Comment elle fonctionne, cette psychologie coopérative? En fait, elle illustre les trois mécanismes dont je vous ai parlé tout à l'heure. D'abord, on a des mécanismes de coopération typiquement familiaux. On connaît, on n'a pas les mêmes comportements, on a des comportements qui sont spécifiques avec les membres de notre famille, avec nos enfants, mais pas seulement avec nos enfants, avec les membres de notre famille. Donc ça a évolué exactement comme la coopération chez les familles pour les mêmes types de mécanismes. C'est des comportements filiaux. Ensuite, on est tout à fait capable de comprendre nos intérêts et de créer des alliés de manière pas du tout morale, pas du tout réciproque, complètement cynique. Là, j'ai mis une photo de Churchill et Staline en train de négocier. C'est pas des gens qui s'entendaient bien, mais ils avaient des intérêts communs, ils étaient tout à fait capables de le comprendre et d'agir en conséquence, donc de coopérer. Et puis le troisième point dont je veux parler un tout petit peu plus, c'est que on a cette capacité aussi à échanger des droits et des devoirs, à échanger des droits contre des devoirs, donc à faire de la réciprocité, avoir des contrats réciproques les uns avec les autres, et qui est présent, je l'ai dit, dans certaines espèces animales, l'exemple des vampires et de ces petits poissons, mais qui est spécialement développé chez l'homme. Et ça a une conséquence importante du point de vue de la manière dont on peut comprendre ce qu'on est en train de faire, ce qu'on fait socialement dans notre vie de tous les jours. La manière dont on coopère, excepté avec la famille, c'est qu'on coopère d'une manière qui est symétrique, qui est un échange, qui est équilibré.
On ne coopère pas pour se sacrifier pour les autres. Je vais vous donner un exemple. Alors, en fait, cette coopération réciproque, elle a même des propriétés très précises. Je vous donne un exemple complètement de la vie de tous les jours. Prenez, je suis invité à un congrès. Quand je suis invité à un congrès, c'est super, je vous montre un voyage, je vois des endroits sympas, etc. Mais il y a un échange. Il y a quelque chose qu'on attend en échange de ça. Il y a quelque chose de très précis que je suis capable de calculer intuitivement. Je sais que je dois faire certaines choses en échange de ça. Je dois préparer un talk correct, je dois écouter les talks des autres, etc. Et c'est même plus précis que ça. Je sais que si je suis invité au dernier moment en raccro, mon devoir est un peu plus faible. Les gens attendent un peu moins de ma part. On est capable de calculer de manière très précise notre devoir dans chaque situation. Et ça de manière complètement intuitive. Et la conséquence de ça, c'est que, comme on voit nos interactions sociales comme un échange implicite, la manière dont on coopère dépend de ce que font les autres. Donc lorsqu'on s'intéresse à la manière de faire en sorte qu'on soit le plus pro-socio possible, là j'ai pris l'exemple de ne pas jeter ses déchets dans la rue, trier ses déchets, payer ses impôts, il y a plein de chercheurs qui s'intéressent à la manière dont on peut modifier l'environnement social pour que les gens aient envie de coopérer. Et ce qui sort comme la manière la plus efficace, le mécanisme le plus fort pour faire en sorte que les gens coopèrent, c'est tout simplement leur dire que les autres coopèrent aussi. C'est ce qu'il y a de plus efficace, c'est ce qu'il y a de plus d'effet. Si je mets un petit panneau dans la rue, la plupart des gens ne jettent pas leurs déchets par terre, c'est ça qui va le plus vous donner l'impression que vous avez le devoir de ne pas jeter vos déchets. Et ça, c'est complètement une conséquence logique de la manière dont on comprend l'évolution de la coopération. C'est des fameux nudges. En fait, ça fait partie de l'ensemble des nudges, mais c'est le nudge qui a été montré comme le plus efficace. On peut dire aux gens c'est très grave de jeter ses déchets, c'est bien, mais le plus important c'est de leur dire la plupart des autres gens ne jettent pas leurs déchets. Et c'est ce qui a comme conséquence de broken window theory, etc. Si on voit que, voilà. Merci. Tariq, alors est-ce qu'on peut s'inspirer de la nature dans nos organisations? Est-ce que toutes les organisations sont bonnes à copier dans la nature? Oui, c'est vrai que comme je ne connaissais pas le contenu de votre présentation, je ne voudrais pas être redondant, mais une chose est sûre, c'est que si on passait simplement sur cette notion d'organisation souhaitable, il y a encore une fois un impératif de mobiliser ce type de questionnement dans un cadre de valeurs plus loin, s'il vous plaît. Oui, plus loin. Non, allons-y, façon ça. Voilà, la suivante. Il y a des tas, comme ça a été déjà présenté, de comportements naturels qui ne sont pas du tout souhaitables à imiter. Que ce soit les virus, la prédation, que ce soit l'esclavage que l'acacia fait vis-à-vis de certaines fourmis en s'assurant qu'ils ne puissent pas digérer autre chose que ce que nous fournit. Donc il y a des tas d'exemples dans la nature dont on n'a surtout pas envie de s'inspirer, en tant qu'humain. Suivante, s'il vous plaît. Et il y a des gens qui ont très très mal compris certains principes naturels et qui ont voulu s'en inspirer, et ça a donné des catastrophes dans l'histoire. Donc vraiment, faire attention. Quand on mobilise cette intention-là, il faut que ça soit dans un cadre qui est avant tout clairement un cadre humaniste. Parce que sinon, les dérives sont possibles, y compris avec des bonnes intentions. Pour revenir à l'exemple du nazisme et de leur mauvaise compréhension de la sélection naturelle, ça s'est nourri aussi du romantisme allemand naturaliste des années 20. Vous voyez ? Et au départ, eux, ils ne pensaient pas du tout que ça pourrait donner effet en cascade ce genre de conséquences. Donc, du humanisme, oui, mais c'est dans la mesure où c'est une rencontre entre la biologie et les humanités. Parce que sinon, on peut vraiment être dans un romantisme dangereux. Voilà. Et donc l'intention ici, c'est vraiment de se dire qu'après tout, si on revient même à l'étymologie des mots, économos, écologos, c'est la compréhension de la maison commune, donc la planète Terre, et nomos, c'est la gestion. Et de se dire que finalement, le développement durable, bien compris, c'est tout simplement de réaliser qu'il n'y a pas d'économie déconnectée de la sphère sociale, et que cette sphère sociale, à travers les services écosystémiques, l'alimentation en étant un des plus fondamentaux, services physiologiques, est complètement imbriquée dans la biosphère. Donc c'est ça notre réalité. Et c'est dans ça qu'on doit s'organiser en tant qu'organisation, de façon à rester dans une dynamique humaniste. Daesh présente plein de caractéristiques de super-organismes hyper agiles, mais dans une intention qui n'est pas celle qu'on a envie de déployer. Vous voyez, il y a des tas d'exemples encore qu'on pourrait... l'agilité n'est pas la seule quête. L'agilité, pourquoi? Au sein de quelle valeur? Vous mentionnez tout à l'heure, par exemple, l'importance, y compris dans les nudges, de voir que d'autres font comme nous pour pouvoir adopter un comportement. Il y a une expérience célèbre, bon, je ne suis pas un spécialiste,
mais qui montre que par exemple dans une expérience, excusez-moi je suis un petit peu long, je vais faire très rapidement, une expérience sociale des années 50, où vous avez dans une salle que des acteurs et un cobaye qui ne sait pas que les autres sont des acteurs. Et on montre des bâtons de différentes longueurs. Il y a 2 bâtons qui ont exactement la même longueur et c'est évident. Et tous les autres, à part bien sûr le cobaye qui ne le sait pas, vont dire la mauvaise réponse, mais tous la même. La première, c'est filmé, hein. La première fois, il n'y a pas de commentaire, à chaque fois on passe à la slide suivante. La première fois, la personne qui est là dit la bonne réponse et puis regarde les autres un peu étonnés. Pas de commentaire, il y a un mec en blouse blanche qui passe à la suivante. Idem, au bout de quelques fois, il dit comme les autres. Alors que c'est évident que ce n'est pas la bonne réponse. C'est trop dur d'avoir raison tout seul. Donc là aussi, ce qui est intéressant, c'est que j'ai vu ça après sur un documentaire qui parlait de la torture et comment des appelés du contingent se retrouvaient à torturer. Et les seuls qui ne l'ont pas fait, c'est ceux qui avaient un cadre de valeur plus fort que celui du groupe. Les cathos, alors, je ne sais pas qu'il faut forcément être catho. Mais vous voyez, le cadre de valeur, c'est super important. Parce que sinon, il y a des dérives aussi. L'influence du groupe peut jouer dans les 2 sens. Un sens positif, si c'est humaniste, un sens négatif quand on est en période de crise. Merci beaucoup pour cette définition avec des points de vigilance. Marion Guilloux, quand on a préparé ce colloque, vous m'avez dit, moi, mon intervention s'appellera « Vous avez dit nature ». Alors, nature. Qu'est-ce que ça veut dire, nature? De quelle nature parle-t-on? Oui, je n'avais pas entendu les exposés précédents qui en fait sont assez sages sur leur manière de voir la nature, mais justement je pensais prendre leur contre-pied, je ne vais pas prendre leur contre-pied, je disais j'avais envie de mettre un coup de pied dans la fourmilière, mais en fait la fourmilière me convient tout à fait, donc non, vous avez dit nature, puisqu'on dit imiter la nature, je voulais rappeler que la nature ça n'était plus dans les conceptions scientifiques actuelles, la nature vierge qui révèle la création. C'est-à-dire la nature qui était naturellement à l'état pur. Vous vous souvenez de ces concepts, c'est plutôt fin 19e, début 20e, on pensait eau, sol, faune, flore, tout ça c'était pur, et l'action de l'homme était une action perturbatrice, contrairement à l'action des prédateurs qui était une action régulatrice. Vous voyez, donc il y avait tout un système de valeurs derrière l'ancienne conception de la nature. Et puis on s'est rendu compte dans les années 50 qu'en fait dans la nature vous aviez des processus d'ajustement parfois un peu rudes. Je crois qu'aux exemples, on a assez parlé des chocs pour savoir que tout ça n'était pas continu, tout ça était parfois abrupt dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire de la planète, hein, et très ancienne, de manière très ancienne, et plus récemment, depuis quelques milliers d'années, on a eu des ruptures très fortes, et la nature a évolué de manière abrupte en accompagnement de ces changements. On a à ce moment-là pensé au concept d'écosystème, c'est-à-dire qu'on ne pouvait plus penser un être tout seul, mais on était obligé de penser un être dans son milieu. Et on a à ce moment-là commencé à avoir un petit peu d'études d'écologie par ordinateur. On pensait à des systèmes énergétiques, hein, on essayait de trouver quels étaient les moteurs de ces écosystèmes. Et on a formulé l'hypothèse de cette contribution de la diversité à la stabilité. Ça, vous l'avez sûrement en tête, c'est-à-dire le fait qu'il y ait une diversité d'espèces contribuerait à la stabilité de la nature. En fait, on ne l'a jamais montré réellement dans la nature, mais au moins du point de vue théorique, depuis quelques années, tout le monde convient qu'il y a un effet stabilisateur d'une grande diversité des espèces. Hein. Donc, d'où cette idée qu'il faut faire attention à la biodiversité. Intuitivement, d'ailleurs, c'est assez idéologiquement, c'est facile à comprendre et c'est assez positif, parce qu'on peut anthropiser cette pensée et dire que la diversité génétique humaine est favorable. Vous voyez, donc il faut faire un petit peu attention aux biais cognitifs, intuitifs. Mais par ailleurs, on sent bien quand même que si on ne sait pas de quoi seront faites les pressions du climat, les pressions de la nature plus tard, on a intérêt à avoir une grande diversité d'espèces pour en avoir toujours, soit à l'intérieur des espèces, soit entre espèces, qui sauront survivre et se développer dans le nouveau contexte. Et puis la troisième étape, c'est celle de la prise de conscience des changements globaux dans les années 80, le fait qu'on a fait converger l'écologie et la biologie évolutive, et que l'hétérogénéité était de fait présente dans les paysages, qu'on devait accepter cette hétérogénéité. Et finalement, on a convenu, anthropologues, enfin toutes disciplines confondues, c'est venu des anthropologues,
que de fait il n'y avait pas de système naturel, que dans les systèmes de l'Amazonie, dans les systèmes, il y a des études en Bourgogne, de fait c'est toujours une interaction entre l'écologie, la pression humaine et les facteurs externes. Bref, la nature, c'est le résultat d'une coévolution d'espèces à toutes les échelles, il y a des interactions, et d'où l'idée, on rejoint d'ailleurs cette idée de coopération que vous avez mentionnée, c'est-à-dire c'est une coévolution au sens des choses inertes, donc ce qu'on appelle la biotique, hein, c'est-à-dire les facteurs de climat, c'est une coévolution entre les facteurs inertes, les facteurs humains et les facteurs vivants. Et donc, voilà, qu'appelle-t-on nature? Ça n'est pas quelque chose de fixe, c'est donc quelque chose qui bouge, quelque chose qui a des chocs, quelque chose qui interagit avec l'ambiance globale et avec la vie humaine. Je voulais rappeler ça parce que souvent quand on parle de nature, on a l'impression de parler d'un objet mythique, fixe et bon par essence. Non, tout ça, ça bouge, ça coévolue et la coopération est un des éléments de ce co-changement. Mon deuxième message, c'était que souvent, et notamment ces livres sur les arbres, enfin c'est pour ça que j'avais envie d'en parler, font voir la nature avec un point de vue très anthropomorphique. Ces fesses de grenouille absolument géniales, c'est un point de vue anthropomorphique, c'est-à-dire on voit tout de suite, tout le monde rigole parce que c'est effectivement les fesses gonflables avec des yeux dessus, enfin on voit très bien. Et pour parler de choses plus sérieuses, finalement quand on parle d'un arbre dans une forêt, chacun a un point de vue sur l'arbre dans la forêt. Le forestier a un point de vue sur l'arbre dans la forêt, sa croissance, l'exploitation potentielle. Le philosophe a un point de vue sur l'arbre dans la forêt, les racines, le fait qu'il monte vers le ciel, enfin vous vous imaginez. L'informaticien a un point de vue sur l'arbre dans la forêt, parce qu'un arbre c'est une construction extraordinaire en fonction de tension. À l'INRA, on a des laboratoires entiers qui simulent la croissance des arbres en fonction des éclairements, en fonction des cycles. Enfin, on voit bien que c'est un objet qui peut être regardé de mille et une manières. Et pour nous rendre modestes, et après le biomimétisme, nous sommes incapables de construire un édifice qui aurait les mêmes propriétés technologiques qu'un arbre. Pensez à un arbre, à sa plasticité, à ses propriétés entre le centre et la périphérie, à ses capacités de pompage par les racines, à ses capacités d'utiliser les différents niveaux de lumière. Et Francis Allais, dans son dernier livre sur les arbres, est magnifique. Il dit, si je demande à un architecte de construire, et alors je donne seulement les caractéristiques, vous dites, vous êtes complètement fou, jamais je vais arriver à ça. Donc, dans la nature, on regarde la nature avec un point de vue, c'est ce que je voulais dire. Et quand vous parliez du cynisme des poissons nettoyeurs, j'ai trouvé que c'était assez joli. Non, ils ne sont pas cyniques, c'est simplement que c'est comme ça qu'ils peuvent survivre. Mais effectivement, on peut porter un regard sur l'action des organismes vivants qui soit un peu différent de la réalité. Et pour donner quelques exemples, les animaux, finalement, c'est un génotype. Je vois qu'on a... donc un collègue est arrivé qui connaît bien les génotypes animaux, qui a aidé à travailler sur les génomes des animaux. Un animal, c'est un génome unique et normalement stable. Ça fait un individu. Et bien chez les arbres, chez les plantes, c'est plus compliqué. Vous avez des ficus qui sont verts et blancs. Ça veut dire qu'ils n'utilisent pas la photosynthèse de la même manière. Donc il y a plusieurs types de gènes dans une même plante. Vous avez des arbres fruitiers qui font, n'est-ce pas Angélique, des bourgeons avec d'autres caractéristiques que l'arbre fruitier principal, ce qui nous permet après d'utiliser cette diversité. Donc en fait, il faut faire attention à l'anthropomorphisme parce que ça peut nous conduire à regarder les plantes et la manière dont les êtres vivants évoluent d'une manière complètement fausse. Voilà. Donc quand on parle de cette sensibilité des arbres d'une certaine manière, c'est sans doute une interprétation un peu extrême justement de la réalité de la nature. Alors mon troisième message, c'était quelle leçon tirer de la nature? Bien, je dirais que la nature, elle est source d'interrogation, elle est source d'émerveillement. Votre film était magnifique en ce sens. Elle est source d'exploitation, puisque l'homme tire ses ressources de la nature, de la gestion de la nature. Et je dirais que moi, j'en retiens 3 leçons. C'est en préparant cet exposé, donc ils sont totalement critiquables, mes leçons. La première leçon, c'est que
nous ne sommes pas dans un monde fixe, nous sommes dans un monde de changement, et que désormais, il y a interaction entre les échelles globales et les échelles locales, et qu'il faut apprendre à l'échelle locale à prendre en compte ces changements globaux. Et je pense que c'est une des grandes leçons de la globalisation, non pas la globalisation commerciale, mais la globalisation au sens, il y a un climat unique, une planète unique. Ma deuxième leçon, c'est il faut conserver des capacités d'évolution, parce que demain sera différent d'hier. Et pour conserver des capacités d'évolution, là, ça amène à des politiques volontaires de l'homme, notamment conserver des marges de manœuvre, de la biodiversité et une capacité de réversibilité en cas d'incertitude majeure. Et là aussi, ça peut amener à proposer des processus agricoles respectueux de certains processus écologiques. Et ma troisième leçon, c'est que tout en poursuivant une gestion active des ressources, parce que c'est de là qu'on tire notre nourriture et beaucoup d'autres choses, il est nécessaire, il faut veiller à ce qu'on appelle le développement durable, c'est-à-dire juste ce qu'il faut, la parcimonie, c'est-à-dire aussi l'attention à la récupération des déchets. Et tout ça pour remercier Solal du créneau sur lequel Solal s'est placé, parce que je crois que ça fait partie des choses que nous apprenons de la nature. Utilisons ce que nous avons de manière la plus efficace possible pour nourrir l'humanité aujourd'hui et demain. Merci beaucoup, Marion, d'avoir bouclé la boucle. Est-ce que les deux autres grands témoins veulent, à ce moment, commenter un peu, ou préférez... parce que vous aurez la parole dans un second temps, bien évidemment, mais si vous souhaitez réagir d'ores et déjà sur les exposés qui ont été faits, libre à vous. Guillaume Garot, on dit souvent qu'il y a 0 déchet dans la nature. Est-ce que c'est inspirant pour votre thématique défendue depuis des années? D'abord, je voudrais remercier Solal de nous inspirer. Parce que c'est l'anniversaire de Solal aujourd'hui, on est là pour ça. Happy birthday, il y aura un gâteau, les bougies. Bon. Non, mais très sincèrement, moi je voulais d'abord saluer Solal, saluer Angélique, saluer Dorothée, parce que c'est un duo extrêmement volontaire et efficace. Et moi j'ai pu mesurer depuis quelques années maintenant que je suis engagé avec vous, tous ensemble, contre le gaspillage alimentaire, que Solal fait partie des partenaires fidèles et toujours très engagés, avec une ténacité qui ne s'est jamais démentie. Alors merci Solal, parce que je voulais le dire aujourd'hui, c'est le moment de le dire. Heureusement qu'on a des femmes comme vous. Voilà, on parle toujours des hommes, mais là, en l'occurrence, c'est des femmes comme vous. Et puis il y a quelqu'un, un homme qui doit penser à vous aujourd'hui, qui doit être fier de ce que vous avez fait, c'est Jean-Michel Lemédéier. Et je vais en dire quand même un petit mot parce que nous devons honorer sa mémoire. Jean-Michel Lemédéier, c'était l'ancien président de la FNSEA, et ça a été le créateur de Solal. Et moi, je me rappelle très bien quand j'étais au ministère de l'agroalimentaire, Jean-Michel est venu me voir pour me présenter Solal, qu'à l'époque je ne connaissais pas. Et il a lancé l'aventure. Et voilà. Et aujourd'hui, vous êtes ô combien fidèle à cette grande idée qu'il a eue, voilà, de faire de l'agriculture des agriculteurs, des acteurs de la générosité et de la fraternité dans notre société. Et que les agriculteurs soient reconnus aussi pour ça. Je pense que c'était ça l'idée de Jean-Michel. Et vous y êtes. Merci à vous. Merci beaucoup. Je vous laisse. Alors. Juste, on ne fait pas juste le bilan des EGA tout de suite, on fera tout à l'heure. Non, mais juste voilà. Parce que c'est passionnant le débat que nous avons. Oui, c'est passionnant. Et je pense qu'il y a beaucoup de questions dans la salle. Pardon, c'était juste en tant qu'animateur. C'est un débat philosophique et ça nous interpelle les politiques. Oui. Mais c'est pour les acteurs associatifs, là-dessus. Tous les citoyens qui a un titre ou un autre dans leurs engagements professionnels sont là, mais l'enjeu aujourd'hui c'est quoi? On a mis des millénaires à, comment dire, à s'arracher à la nature. Et, me semble-t-il aujourd'hui, l'enjeu c'est, nous sommes en 2018, c'est de trouver, ou de retrouver, je ne sais pas, une harmonie avec la nature. Vivre en paix avec la nature. Alors, vivre en paix, être en harmonie, ça c'est bien gentil, mais ça ne veut pas dire que la nature est le modèle. Moi je retiens ça de ce que vous avez dit. La nature elle doit être respectée.
Mais nous, parce que nous sommes des humains, nous avons aussi des valeurs. Voilà. C'est-à-dire que nous avons une morale, une éthique. Et c'est ça qui nous distingue comme humains du simple fait d'être dans la nature. Donc, trouver cette nouvelle harmonie, qui est un idéal qui n'est pas récent, la Renaissance, c'était ça son idéal, hein, trouver l'harmonie avec la nature. Eh bien, en ce début de troisième millénaire, qu'est-ce que sera cet idéal d'harmonie avec la nature? Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? Quelles valeurs on promeut? Quel idéal de société on veut mettre en avant? C'est ça les questions qui nous ont posées. Et donc le rapport, en effet, avec la nature pour la respecter, être en paix avec elle. Voilà, moi je veux poser les choses comme ça, dans cet ordre-là. Et j'en viens ensuite à ce qui nous occupe. En tout cas, moi ce qui m'occupe beaucoup, la lutte contre le gaspillage alimentaire, c'est de réinscrire l'action humaine dans le cycle de la nature. Parce que l'économie circulaire, finalement, qui nous dit qu'il n'y a pas de déchets, qu'on doit être capable d'organiser un mode de production, de transformation, de consommation avec le moins de déchets possible. Ben, c'est la nature qui nous inspire. Ça ne veut pas dire qu'elle nous modélise, ça veut dire qu'elle nous oblige à poser des questions et à apporter nos réponses. Voilà, en tout cas, je trouve que si on parle de transition aujourd'hui, tout le monde parle de transition agricole, alimentaire, on parle de transition pour tout. Ben, c'est peut-être l'idée, ça, du passage d'un mode à un autre, d'un monde à un autre. Et si l'idéal, c'est celui de l'harmonie, d'une nouvelle renaissance, alors là, il y a quelque chose à creuser. En tout cas, moi, je veux avancer dans ce sens-là. Merci infiniment. François, est-ce que dans les cuisines, compète ou collaboration? Les deux. Ben moi, je suis très content d'être là parce qu'effectivement, Solal, ça rejoint complètement mes belles valeurs. Hein. Quotidiennement, dans ma cuisine, je lutte contre le gaspillage alimentaire. Alors, je lutte en respectant les produits, en mettant l'humain au centre de tout. Respecter les produits, c'est aussi respecter toutes ces femmes, ces hommes qui sont dans les champs, dans leurs élevages, comme la coupe de pêche, qui nous offrent ces beaux produits qui nous permettent de rayonner à travers le monde avec cette belle gastronomie. Alors gastronomie, ça ne veut pas dire cuisine compliquée. Gastronomie, c'est une cuisine de qualité avec des bons produits. Cuisiner très simplement. On se fait plaisir, on partage. On travaille avec son cœur, on échange, on donne de la générosité. Et c'est vrai que moi, quotidiennement, dans mes cuisines, avec mes équipes, on se lève le matin pour donner le meilleur de nous-mêmes, mais aussi on se lève le matin pour s'amuser avec des bons produits et surtout ne pas les gaspiller. Aller jusqu'au bout du produit. Toujours se poser la question, est-ce que je ne peux rien faire avec ces petites parures de viande, de légumes, de fruits avant de l'acheter? Et de toute façon, effectivement, au bout de la chaîne, il y a toujours un tout petit peu de déchets, forcément, parce qu'on ne peut pas tout utiliser. Et là, pour boucler la boucle, eh ben, ils sont récupérés, ils sont valorisés, soit métallisés, soit on en fait des composts verts. Et la boucle est bouclée. Donc je pense que les cuisiniers, parce que je suis cuisinier, on a un rôle, un devoir, une responsabilité par rapport à tout ça, de bien utiliser le produit, de le respecter, et surtout de transmettre aux générations plus jeunes, mais aussi au consommateur final, le client, dans nos établissements, l'interpeller, et surtout l'amener à avoir une démarche éco-responsable, et lui dire que c'est pas compliqué, c'est simplement une question de réflexion, remettez-vous à cuisiner, partagez des bons moments de cuisine en famille, régalez-vous, et avant d'aller faire les courses, ouvrez votre frigo. Tout simplement. Merci pour ces premières réactions. Alors, je suppose que vous avez peut-être des questions dans la salle. Donc, il y a un premier temps d'échange, et puis tout à l'heure, comme promis, on reparlera de cela, en particulier de ces 5 ans. Donc, qui veut poser une question à nos experts, à nos intervenants? Bon. Alors, moi, j'ai une question. Je ne sais pas à qui, si personne ne veut. Moi, j'ai une question. J'avais entendu parler d'un certain Jonathan Haidt, quelque chose comme ça, qui disait que les humains se comportaient à 10% comme des essaims d'abeilles et à 90% comme des singes. C'est vrai, faux? Alors,
Je suis pas d'accord avec Jonathan Haidt. T'es sûr De toute façon, t'es jamais d'accord quand je Non. Donc, c'est très important comme question parce que la vraie question, c'est est-ce qu'on a une morale du sacrifice ou est-ce qu'on a une morale de l'équilibre et du devoir réciproque? C'est complètement différent parce que si on a une morale d'abeille, les abeilles, elles sont prêtes à se sacrifier pour la colonie. Une abeille, elle a un dard, vous savez qu'elle va mourir quand elle va attaquer un prédateur. Il y a ces fourmis, j'ai montré, qui se sacrifient pour les autres. Une morale du sacrifice, c'est une morale par laquelle je suis prêt à faire un acte de coopération. Même si les autres ne le font pas du tout, même si personne ne fait son devoir, je vais être le seul à le faire et ça me va très bien. Une psychologie morale de l'équilibre et des droits et des devoirs, c'est que je pense qu'il y a une meilleure manière de s'organiser. Je pense qu'on devrait retraiter, on devrait éviter le gaspillage alimentaire. Je pense qu'on devrait recycler nos déchets, etc. Et je pense qu'on devrait tous le faire. Et je veux bien être le premier à lancer la machine, à essayer comme vous faites, à Solal. Je veux bien être le premier à lancer la machine, mais le but, c'est qu'à la fin, ce soit quelque chose de réciproque, c'est que tout le monde le fasse. Et c'est pas du tout la même psychologie morale. Donc Haidt, il a tort quand il dit qu'on est 90%, on dit même 10% abeilles, 90% singes, singe, ça serait cynique complètement, et abeille, ça serait sacrificiel. Non, on est moraux, on a une morale du partage, des droits et des devoirs équilibrés. C'est très différent. D'accord. Moi, ah si, il y a une question. Très bien, parfait. Si vous voulez juste vous présenter. Donc Esther, auditrice de la date session instituée sur ce table. J'avais une question, enfin votre dernière réaction m'a fait réagir. Est-ce que du fait que nous soyons des êtres moraux et que l'une des solutions serait d'être dans l'équilibre et donc dans le donnant avec la nature, est-ce que le fait que par exemple on ne puisse pas attribuer une morale à la nature ne nous empêche pas en fait de diffuser voilà, ce donnant-donnant dans le quotidien, dans nos actions, etc. C'est une question super difficile. Je n'ai pas de bonne réponse à cette question. En fait, je me suis souvent posé est-ce qu'on a des devoirs moraux vis-à-vis de la nature alors qu'elle elle-même n'est pas morale vis-à-vis de nous. D'abord, la première chose, c'est qu'en fait, la morale, le devoir moral qu'on a, c'est surtout vis-à-vis des autres êtres humains. Je pense que c'est l'essentiel de ce qui fait qu'on a l'intuition qu'il faut préserver la planète, qu'il faut éviter les gaspillages. C'est qu'on pense qu'on a un devoir vis-à-vis des autres êtres humains qui vivent aussi sur la planète. Je pense que c'est l'essentiel qu'on a. Maintenant, il est clair qu'on peut très bien activer nos intuitions morales elles ont évolué pour être activées par d'autres êtres humains, pour nous donner envie d'être moraux avec d'autres êtres humains, mais elles sont activées quand même avec des animaux, vous voyez, on peut très bien être attaché à un petit animal de compagnie, on se sent un devoir moral vis-à-vis de cet animal. Donc c'est tout à fait possible qu'un mécanisme psychologique ait évolué pour certaines fonctions, qui est la morale entre humains, mais qui soit activé aussi quand je vous montre une baleine ou une espèce en voie de disparition, etc. Donc c'est tout à fait possible. Si je pouvais me permettre aussi de réagir à cette question qui est importante, je pense que Darwin lui-même avait dit, en parlant de l'intelligence, entre autres avec l'idée de l'intelligence humaine, que c'est une question de degré, de différence de degré et pas de nature. Et il y a des travaux comme ceux de Hans de Waal qui montrent que le sens moral n'est pas que chez les humains, semble-t-il. Alors il y a différents degrés d'expression de ça, mais certains singes, des éléphants, y compris des loups, ont un certain sens moral qui semble s'exprimer. Il y a des expériences fascinantes, d'ailleurs vous pouvez voir des petites vidéos sur YouTube ou sur un autre média en ligne qui vous prouvent en fait par des expériences ça. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir que par contre ça demande la conscience de soi. Donc c'est la base qui semble un petit peu indispensable. Donc l'idée d'avoir conscience de soi, ça veut dire éventuellement faire des choix en fonction de, de direction désirable. Alors que quelque part, d'autres animaux, un lion qui tue une gazelle, il n'y a pas de sens moral à avoir, comme dirait Spinoza, c'est la nature du lion, tout simplement. Alors que nous, humains, justement parce qu'on a conscience de nous et qu'on fait des choix, à ce moment-là, l'éthique, la morale prennent toute leur importance. On n'est peut-être pas les seuls, ça je pense c'est important de le dire, mais on a un fort degré de développement de cette capacité. Voilà, je tenais à le dire. Pour une organisation, et je tiens à m'excuser parce que je vais devoir filer pour prendre un train très bientôt, mais pour une organisation, ce qui est intéressant peut-être de dire, si je peux compléter un petit peu ce que j'ai eu de partager avec vous, c'est qu'un poisson dans un récif, par exemple, a une fonction écologique qui est émergente dans le récif. Il est, par exemple, brouteur d'algues, entre autres, il fait plein d'autres choses, mais il maintient quelque part l'équilibre du récif par cette fonction. Mais il a aussi une fonction à l'intérieur de lui-même qui est celle de survivre, de se maintenir.
hein, voire de se reproduire. À l'échelle d'un écosystème, on parle plutôt de résilience. Et pour une organisation, en fait, moi je m'intéresse beaucoup, avec Martin, entre autres, à l'Institut Fiosotal, à faire ce croisement entre organisation et système vivant. Si on parle du terme organisation, il y a déjà organe dedans, il n'y a pas boîte. Et nous, souvent, on a la métaphore mécanistique, hein, de l'organisation. La métaphore vivante, elle marche beaucoup mieux parce que, par essence, nous sommes des êtres vivants en interaction et on crée un système vivant en étant en interaction. Et on se rend compte que notre raison d'être vers la société en tant qu'organisation, donc ce qu'on essaye de faire comme Solal par exemple, hein, avec une raison d'être qui est claire et qui est mobilisatrice, créatrice de liens, c'est aussi important de penser à la raison d'être en interne à l'organisation. Le bien-être au travail, la solidarité entre partenaires. Non mais on l'oublie souvent. Le bien-être au travail. Et qu'en fait, c'est comme un organisme qui ne pourra pas survivre s'il ne maintient pas sa condition interne, son rôle écologique aussi ne pourra pas être là s'il n'est pas capable. Donc on parle beaucoup de burn-out, on parle beaucoup de... C'est aussi important l'un que l'autre, parce que l'un et l'autre sont co-émergents et codépendants. Merci beaucoup, je sens qu'il y a débat. Ça y est, ça vient, tout le monde n'est pas d'accord. C'est-à-dire les livres, le livre sur qui présente les primates, et les fonctions de coopération entre primates parlent d'empathie, en fait, pas vraiment de morale. C'est-à-dire qu'en fait, les animaux sentent de l'empathie vis-à-vis des animaux de leur groupe, et effectivement, les expériences sont absolument fantastiques. Je trouve que des exemples où finalement, il y en a un qui va se donner du mal, qui va renoncer à une banane pour... voilà. Donc c'est dur de renoncer à une banane. Donc... Les exemples d'empathie sont remarquables, mais je ne suis pas sûre qu'il utilise le terme de morale. C'est une différence qui est fondamentale, parce qu'en fait, l'empathie peut servir à plein de choses qui ne sont pas du tout morales. Je peux avoir de l'empathie pour mes enfants, pour les favoriser aux dépens des autres, c'est pas moral, mais j'utilise mon empathie. Je peux même avoir de l'empathie si je suis un bourreau, je vais faire souffrir les autres. C'est un exemple extrême. Et en fait, il y a un livre de Paul Bloom, qui n'a pas été traduit en français malheureusement, qui s'appelle Against Empathy. Qui dit, en fait, l'empathie, c'est pas une bonne motivation pour l'organisation sociale, parce que ça va nous pousser à nous intéresser à des cas particuliers. Je sais pas, vous vous rappelez, il y a 20 ans, ces baleines qui étaient coincées en Arctique, je sais plus où c'était, on a dépensé des millions pour aller les sauver, parce qu'il y avait l'empathie qui était activée, mais c'était pas moral. Si on avait réfléchi réellement à toutes les conséquences, à l'équilibre des conséquences, on n'aurait pas sauvé ces baleines. Donc il faut vraiment distinguer l'empathie, qui est un mécanisme psychologique complètement non moral, parfois complètement biaisé, et la morale qui est celui qui va nous dicter le principe de justice et d'équilibre. Je faisais bien référence à la morale en fait dans les expériences que j'avais en tête. C'était plutôt, oui, mais c'était bien moral. Hein. C'est en fait par exemple un singe deux singes qui se voient l'un l'autre, un à qui on demande de faire une action et on lui donne du raisin, et à l'autre on donne aussi du raisin. Qu'à un moment donné, la même action, il y en a un, on lui donne du concombre et l'autre du raisin. Et bien sûr, il préfère le raisin par rapport au concombre. Et vous voyez que celui qui a accepté la récompense avant, parce qu'il voit l'injustice, balance ce qu'il a accepté parce qu'il dit non, moi aussi je veux du raisin et c'est injuste, et donc ce que j'aimais avant, je ne l'aime plus. Et là, c'est des questionnements, on n'a pas encore toutes les réponses, réellement sur est-ce que c'est pas la naissance, quelque part, d'une notion d'injustice, donc de morale. Angélique, la productrice de concombre, ne comprend pas du tout que le primate préfère le raisin au concombre. Enfin. Jean-Paul Chamet. Bon, j'ai participé avec Jean-Michel Métayer à la création de Solal, mais je voudrais revenir sur des commentaires sur le début de l'exposé. C'est pas du tout la critique. Hein. Pour une fois, c'est pas la critique. Je voudrais revenir sur le début de l'exposé de Marion, parce qu'il me semble que ça peut éclairer beaucoup le débat sur le gaspillage alimentaire. Marion a insisté sur en fait la diversité des systèmes et des écosystèmes. Et la nature est en fait de l'équilibre entre ces différents systèmes. Et je pense que c'est... Et après, quand elle a parlé de biodiversité, elle a été gênée parce qu'il y a un mot unique pour biodiversité, alors qu'en réalité, ça recouvre un univers extrêmement large et extrêmement diversifié. Et donc, le mot biodiversité, quelque part, il peut être piégeux. Et en fait, quand on parle de gaspillage alimentaire, je pense qu'on peut avoir il y a eu des exemples, on peut avoir une notion restrictive du gaspillage alimentaire. C'est-à-dire notamment, je pense au premier rapport de la FAO, où tout ce qui n'était pas alimentaire dans l'utilisation des végétaux et des animaux était considéré comme du gaspillage, y compris le fait de le transformer en animal.
Alors qu'en réalité, et M. Pasco l'a bien dit, je pense que quand on parle de gaspillage alimentaire, il faut plutôt parler d'économie circulaire et des différentes possibilités qu'on a d'utiliser les déchets et dans leur diversité. Tout ne finira pas dans l'alimentation, mais tout peut finir dans une utilisation utile pour la société. Et c'est cette diversité, je pense, qu'il faut réhabiliter au maximum dans notre conception de raisonnement sur le gaspillage alimentaire. Merci. Est-ce qu'il y avait une autre question? Sinon, on va passer peut-être à la seconde partie. Bonjour, je m'appelle Emmanuel Dalle, donc je suis arboriculteur à Solty, un petit village des Hauts-de-France, un verger de 30 hectares avec 20 hectares de poiriers, 10 hectares de pommiers, 700 tonnes de production. Depuis 40 ans, je sais qu'à chaque fois qu'on produit, tout ce qu'on a produit doit trouver une destination. Donc ça peut être la transformation, mais ça peut être le don, et puis ça peut être aussi éventuellement de la destruction via des élevages agricoles, quoi. Avec l'organisation Solal, maintenant c'est très facile, parce que je prends mon téléphone, j'appelle Solal qui me demande qu'est-ce que j'ai à distribuer, donc des pommes, des poires, la quantité. Et dès le lendemain, j'ai un retour de Solal qui me dit telle organisation va venir chez moi pour prendre tant de kilos de pommes, telle organisation va prendre tant de kilos de poires. Et moi, je n'ai plus à gérer ces façons distribuées. Et pour moi, c'est beaucoup plus facile. Et les fruits ne vont pas rester dans mon frigo. Et je ne vais pas devoir les détruire si personne ne vient les chercher. Alors Solal, d'abord, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie solidarité des producteurs agricoles et des filières agroalimentaires. Solal, dans son esprit, c'était justement pouvoir permettre à nos concitoyens les plus démunis de se nourrir en quantité et en produits de qualité. L'association Solal est une association qui aide à récolter des dons auprès des agriculteurs, qu'ils redistribuent auprès des associations alimentaires dont nous faisons partie, les banques alimentaires. Solal nous a facilité les dons d'agriculteurs car nous travaillons avec l'agroalimentaire, les grandes surfaces, les moyennes surfaces, et les dons des agriculteurs viennent agrémenter les menus en fruits, légumes, œufs, viande, et ce qui donne une alimentation saine pour nos démunis. Sur les 106 000 tonnes récoltées en 2016, 12 000 tonnes de dons agriculteurs, c'est encore peu, mais plus de 1000 agriculteurs sont associés maintenant avec les banques alimentaires. Nous, ici, on est engagés dans une démarche de dons depuis 40 ans. Donc moi, quand j'étais enfant, mes parents ont déjà donné à des associations parce qu'il y a une époque où on devait faire ce qu'on appelait du retrait et ces fruits-là, on devait les détruire et les jeter. Et nous, on a toujours refusé ça. Donc on s'est engagé dès cette période-là à donner nos fruits. Des agriculteurs qui ne savaient pas comment donner des produits qu'ils voyaient se perdre. Solal collecte chez les agriculteurs des produits frais qui n'ont pas trouvé leur place dans les circuits de distribution traditionnels. Solal permet aux associations d'aide alimentaire de pouvoir bénéficier de ces produits pour leurs ressortissants. Parfois, on est obligé d'écarter des produits qui ont par exemple comme ici un anneau de gel et donc plutôt que de devoir les jeter, on a toujours préféré les donner. Tout est dispatché en équité auprès des associations partenaires à la banque alimentaire. Il y a 2 ans, on a donné jusqu'à 25 tonnes sur toute notre campagne, ce qui représente à peu près 5% de notre production. Nos associations partenaires viennent chercher à la banque alimentaire leurs denrées pour redistribuer à leurs plus démunis, pour leur faire des repas équilibrés et nutritionnels. C'est une fierté d'avoir collecté en un petit peu plus de 3 ans un peu plus de 13 000 tonnes de produits, ce qui correspond globalement à 27 millions de repas. Voilà, c'est peut-être une petite goutte d'eau dans l'océan de l'aide alimentaire, mais je crois que c'est une goutte d'eau qui compte parce qu'elle est faite avec beaucoup de générosité et avec un grand élan de la part des agriculteurs. D'abord, moi, je voulais remercier nos experts. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai passé des moments importants, beaucoup appris. Ça va beaucoup nourrir ma réflexion et j'espère la vôtre aussi, parce que nous devons de laisser une planète meilleure aux générations à venir que celle que nous avons trouvée.
Je vais faire un bilan, j'aimerais être assez rapide sur le bilan. Je voudrais remercier Guillaume des mots et de la gentillesse qu'il a eu de rappeler l'histoire et la genèse de Solal. Moi j'ai plus de mal, parce qu'il y a un côté un peu affectif, de rappeler les moments trop courts passés avec Jean-Michel, parce qu'il a eu cette magnifique idée, et puis mais on a eu à peine le temps de la mettre sur les fonds baptismaux qui nous a lâchés. Et donc ça fait 5 ans qu'avec évidemment Dorothée, Judith, mais aussi des administrateurs qui sont là dans la salle, des agriculteurs impliqués comme ceux qui viennent de témoigner, des associations d'aide alimentaire qui nous ont fait confiance, eh bien on continue cette aventure. Et sur les 3 dernières années, je crois qu'on a une certaine fierté à dire qu'on est devenu dans le paysage de l'aide alimentaire un acteur très différent des autres, parce qu'on était sur un créneau qui n'était occupé par personne, et c'était bien là la volonté de Jean-Michel, c'était de ne pas prendre la place des autres, mais de créer de la synergie, de la coopération. Je crois qu'on n'a pas arrêté d'en parler cet après-midi, et on a fait ça finalement sans vraiment le savoir, parce que très intuitivement, les agriculteurs que nous sommes, lui comme moi, tellement au contact de cette nature que finalement elle nous imprègne, et on fait quelquefois du biomimétisme sans forcément le savoir. Solal, c'est sur les 3 dernières années 27 millions de repas. Oui, mais les 2 premières années, on n'en a pas fait autant qu'on en a fait. La courbe, elle va comme ça, évidemment. Donc, la première année était une année assez courte, puisque on est né en mai. Nous sommes, évidemment, les chiffres que je vous donne sont ceux de la fin de l'année dernière. Donc, je contredis Dorothée, je dis que sur les 3 dernières années, nous avons fait 27 millions de repas. C'est surtout des repas qui comptent. Pourquoi ils comptent? Parce que la spécificité de Solal, c'est du produit frais. Et c'est bien parce que les associations d'aide alimentaire, nous avons été capables de les entendre, que nous sommes concentrés sur ce segment de marché, qui est de compléter le bol alimentaire de nos concitoyens les plus démunis, ceux qui accèdent très peu finalement aux produits frais. Et c'est pas le chef que j'ai à côté de moi qui va me contredire. On peut faire des choses magnifiques avec des produits extrêmement simples, extrêmement basiques, et Solal contribue à cette plus-value. Et la femme que je suis, la cuisinière aussi, parce que je vous invite à aller sur mon Facebook le dimanche, je partage mes petites recettes de cuisine toutes simples, avec 2 fenouils, de concombre, on peut faire des choses extraordinaires. Je sais que vous savez de quoi je parle, mais moi j'ai été biberonnée par une grand-mère qui avait vécu la guerre et qui avait manqué, et qui considérait que jamais rien ne devait se jeter. Alors évidemment, elle n'allait pas jusqu'à utiliser les pluches de pommes de terre, mais les carottes, on ne les lavait pas, parce que ce qu'on enlevait de la carotte, c'était autant qui n'allait pas dans la soupe. Et les fans de radis, évidemment, c'était toujours bon pour faire une soupe. Donc moi, j'ai été biberonnée à ça, et je vais vous livrer une anecdote quand même, parce que celle-là, je crois que je l'emporterai avec moi. J'ai rencontré mon mari au mariage de ma cousine, et le lendemain, on avait un repas chez la grand-mère. Et elle nous a accueillis en disant, bah, écoutez, les jeunes, aujourd'hui, ce sera les restes. Voilà, c'est comme ça. J'avoue que je n'étais pas trop fière de présenter ma grand-mère comme étant celle qui a commandé les restes. Mais aujourd'hui, j'en suis très fière, parce que l'époque a changé, et que c'est important de ne rien gaspiller. Alors, Solal, c'est aussi des impacts sociaux, je viens de le dire, sur l'accompagnement de nos concitoyens les plus démunis. C'est un impact environnemental, ça n'est plus à démontrer, puisqu'on lutte contre le gaspillage alimentaire et on récupère tout ce qui peut être récupérable pour accompagner nos concitoyens les plus démunis. C'est quand même un chiffre qui m'a surpris, c'est 2500 tonnes d'équivalent carbone de non gaspillé. Ça, on ne le dit pas assez souvent, mais c'est une réalité, et quand on sait aujourd'hui la place qu'a cette question dans notre société, eh bien voilà, c'est la contribution de Solal. Solal a aussi un impact économique,
parce qu'en fait, on redonne de la valeur au produit, et puis on améliore le pouvoir d'achat des associations d'aide alimentaire qui, en se fournissant chez nous, finalement ne dépensent rien. Et puis on a un impact qui pour moi est important, qui est un impact territorial, et c'est le lien avec les hommes et les femmes qui font notre nourriture tous les jours. Ça leur redonne fierté dans leur métier d'agriculteur, parce que, comme aimait à le dire Jean-Michel, un agriculteur il produit pour nourrir, il ne produit pas pour jeter. Et un agriculteur, il a dans son ADN la générosité, et il est en souffrance quand il voit que d'autres manquent de la nourriture qu'il est capable de produire. Voilà, Solal, c'est tout ça à la fois. C'est le fruit d'une coopération multiforme, multifactorielle, coopération avec tous ceux qui nous accompagnent au quotidien dans nos réflexions, dans nos actions, et qui sont d'horizons extrêmement variés, mais qui apportent chacun leurs compétences à la construction de cette grande idée de Jean-Michel Le Métayer. Alors, j'en arriverai aux remerciements. Mes premiers remerciements, ils iront à mes collègues agriculteurs, parce que sans eux, Solal ne serait pas. Il ira évidemment aux 35 membres de notre conseil d'administration, et tout particulièrement à nos membres bienfaiteurs. Il ira à nos nouveaux mécènes, parce que régulièrement, on va chercher des mécènes qui ont la gentillesse et j'allais dire l'humanisme de nous, l'altruisme, ça ira jusque-là, de nous accompagner. Évidemment aux associations d'aide alimentaire qui nous soutiennent, et je crois qu'ils ont aujourd'hui témoigné dans cette vidéo qui était plus audio que visuel, mais nous avons construit de vraies relations qui étaient pour les uns et pour les autres pas forcément très évidentes, et qui ont plutôt été au départ de la compétition et qui sont devenues réellement de la coopération, parce que nous avons compris que nous avions un intérêt mutuel. Je me tourne vers vous en disant ça, mais je me suis retrouvée dans la construction de Solal, dans beaucoup d'éléments que vous avez évoqués. Évidemment, aux professionnels, je pense à Jean-Michel et Francis qui sont là, qui sont mes aides de camp réguliers, qui, quand mes mandats ne me le permettent pas, sont au quotidien aux côtés de Dorothée, Judith et des agriculteurs du terrain qui font plein d'actions tous les jours. Merci à tous les deux de votre engagement. Merci aux centaines de bénévoles qui sur le terrain tous les jours nous accompagnent. Alors, quelques perspectives. Merci pour eux. Et je vous demande de redoubler d'applaudissements pour Dorothée et Judith qui tous les jours œuvrent pour cela. Quelques perspectives quand même à tracer pour continuer après ces 5 ans. C'est évidemment renforcer l'engagement des acteurs des filières agricoles. Je sais qu'ils y sont sensibles. Alors la période n'est pas toujours simple pour le monde agricole, et elle l'est encore moins aujourd'hui qu'elle ne l'était hier. Les perspectives européennes ne vont pas aider et libérer de l'énergie et du temps pour cela, mais on va quand même s'y atteler, et j'ai des engagements des uns et des autres dans ce sens-là. Évidemment, c'est densifier et diversifier nos dons. Je pense à la viande, des travaux sont en cours avec des filières, et ça c'est important. On a aussi des projets sur numériser les dons pour faciliter le don, et puis enfin créer au plan local des actions solidaires, parce que c'est au local qu'on est le plus efficace sur le plan environnemental. Pour autant, on ne peut pas faire que du local, parce que je prends souvent l'exemple des fruits qui sont le gros de notre bataillon. Eh bien, il faut bien qu'on ait des échanges de région en région.
Sinon, dans le sud, ils vont manger des abricots tout le temps. Et dans le nord, ils vont manger des endives tout le temps. Donc il faut aussi, pour l'équilibre du bol alimentaire, que les produits circulent. Mais il faut le faire de façon raisonnable et surtout, j'ai bien compris, dans une notion d'équilibre. Voilà, je vais laisser la parole à notre marraine et à notre parrain pour conclure cet après-midi d'échange. Merci de votre fidélité, merci de votre présence nombreuse. Je sais que certains s'étaient inscrits et n'ont pas forcément pu venir, mais voilà, sont inscrits pour le colloque de Solal et ses 5 ans. Ça nous encourage, c'est une fierté. Et puis la qualité des présentations, des débats et du niveau philosophique de cet après-midi nous encourage à redoubler d'efforts pour continuer à développer Solal, parce que moi je le dois et j'en ai fait la promesse à Jean-Michel. Merci beaucoup. En tous les cas, tout le monde est pressé. Donc, je sais que vous devez tous partir, puisque je reçois des tas de trucs. Un tel doit partir, il y a un taxi, etc. Il y en a qui m'ont téléphoné en disant je dois partir aussi. Donc, on va faire vite. Vous faites dans l'ordre dans lequel vous voulez. On va enchaîner effectivement sur la thématique de la lutte contre le gaspillage alimentaire. Donc, vous faites ce que vous voulez. Il y a 3 thématiques. La première, c'est dans quelle mesure la recherche peut contribuer à la lutte contre le gaspillage alimentaire. Ce sera pour Marion Guillou. Guillaume Garot, on souhaitait avoir votre bilan après les EGA et l'atelier que vous avez présidé. Il y a des tas de mesures qui ont émané de cet atelier. Il y a eu un passage à l'Assemblée nationale pour une première lecture sur un projet de loi dont certaines sections concernaient la lutte contre le gaspillage alimentaire. Et François, tu dois vite repartir en cuisine, mais tu dois entre-temps nous expliquer ce que tu as préparé pour nous au cocktail. Voilà. Bon, vous faites comme vous voulez. Allez, on commence par la douceur. Et François, c'est qu'il s'ensuit. Voilà. Bon, d'accord. Oui, avant de repartir dans mes cuisines. Oui, alors vous allez voir le cocktail, je ne vais pas tout vous énumérer, mais en fait le principe ça a été de faire un cocktail où tout était utilisé. En fait, et ça rejoint le principe que j'ai dans mes cuisines, c'est-à-dire que la fan de carottes, je vais en faire un espuma avec, ou un velouté. Crème fouettée, hein, un espuma. Oui, là en ce moment, oui. Aujourd'hui, ça va pas être un espuma, d'ailleurs, c'est une crème fouettée. Ce soir, par exemple, vous allez avoir un velouté de carottes et gingembre. Donc la carotte, c'est une carotte bio qui n'a pas été épluchée, donc presque bien frottée, simplement. Et les fans de carottes, simplement, on les a blanchis dans de l'eau bouillante salée, rafraîchis pour fixer la chlorophylle, et après ça a été broyé, on a mis un tout petit peu de crème dedans, et puis ça fait un espuma sur le dessus. Donc vous voyez, la carotte est utilisée de A à Z. Et des exemples comme ça, j'en ai plein, vous verrez. Donc tous les produits ne se retrouvent pas forcément avec le même légume, mais sont partagés sur les différentes verrines. Et ce qui est important pour moi, parce que quand je fais ça, et je reviens dessus, j'insiste, c'est que je respecte en fait ces produits, et en respectant ces produits, je respecte ces femmes et ces hommes. Ce qui me permet d'acheter des produits de qualité à un certain prix, plus cher que des produits de mauvaise qualité, bien évidemment, mais c'est bien meilleur pour la planète, c'est bien meilleur pour notre santé, et je les paye au juste prix. Ce qui permet à ces acteurs, ces femmes et ces hommes, d'en vivre dignement. Parce que c'est là où on a un devoir, une responsabilité, c'est de soutenir cette filière qui nous offre des produits de qualité, de les payer forcément un petit peu plus cher, mais in fine, en fait, quand vous achetez des produits de qualité, vous pouvez les utiliser jusqu'au bout, donc vous allez revenir, avoir un retour sur investissement, si on peut dire comme ça, et la plupart du temps même faire des économies. Et c'est ça le message que je passe à mes équipes, mais aussi c'est ça le message que je passe au consommateur pour que lui également, il comprenne la démarche et qu'on arrête de sortir de ce gaspillage alimentaire et qu'on arrête de sortir aussi de ces filières qui n'arrivent pas à en vivre parce que le consommateur n'a pas compris que en fait ça n'allait pas lui coûter plus cher. Et ça c'est très important pour moi. Je pense que aujourd'hui je suis convaincu qu'on peut nourrir le monde entier avec une alimentation saine et durable en la payant au juste prix. Voilà.
c'est vraiment une philosophie. Alors ça demande de la réflexion, ça demande un petit peu de temps, ça demande au consommateur effectivement de cuisiner chez lui, mais nous en tant que professionnels, ça nous demande aussi de réfléchir, d'avoir une démarche intelligente par rapport à ces produits, par rapport à l'humain en fait, ces femmes, ces hommes qui sont là, qui nous aident à avoir une magnifique gastronomie et surtout qui nous donnent du bien-être pour notre santé, pour les générations à venir et pour préserver notre magnifique planète et même les océans. Merci François, ça donne envie en tous les cas. Non mais c'est vrai que c'est grâce à tes recettes que je me suis réconciliée avec les fans de Randy que je trouve un peu fada. J'ai une pression complètement Je voulais quand même dire un petit mot à Guillaume Garot parce que c'est vrai que j'apprécie énormément tout ce que vous avez fait pour la lutte contre le gaspillage alimentaire et ça a interpellé beaucoup de professionnels aussi à avoir une réflexion intelligente et les jeunes sont très sensibles à ça, donc je suis très optimiste pour l'avenir parce que je vois les jeunes dans les écoles pour aller leur parler, je vois les jeunes dans mes équipes et ils vont être bien meilleurs que nous tous. Parce qu'on en laisse quelque chose de pas terrible, mais je suis très optimiste pour l'avenir et la prise de conscience du consommateur, des adultes également, qui se réapproprient le produit et qui ont compris qu'eux aussi, ils avaient le pouvoir de dire non, je ne veux pas ce produit, oui, je veux celui-là pour mon bien-être, pour le bien-être de la planète. Oui, je pense que je vais vous quitter, mais oui, en tout cas, tu nous as fait la transition voilà. avec Guillaume. Merci beaucoup. Merci, chef. Mais moi, je partage tout à fait l'optimisme de François Pasteau. Parce qu'en effet, je constate avec vous que ça avance vite. Et la difficulté, ou plutôt l'enjeu, c'est que la puissance publique avance au même rythme. Parce que c'était le cas il y a 5 ans, lorsqu'on avait lancé à quelques-uns en France une politique contre le gaspillage alimentaire. On se disait déjà à l'époque, mais la société elle est déjà très en avance. Il y a partout des initiatives concrètes, efficaces contre le gaspillage alimentaire, dans les communes, dans les écoles, dans les entreprises, dans les associations, dans les grandes surfaces. Et il fallait qu'on puisse accompagner, accélérer, lever des freins. On l'a fait. Mais ça va vite, je vous le disais. Ben, tant mieux. Mais est-ce que, du point de vue de la politique publique, on va assez vite? C'est toute la question qu'on peut se poser aujourd'hui. Alors, moi je suis un optimiste, donc je considère qu'on peut regarder le verre à moitié plein. Alors on va valoriser ce qui va bien, même si on ne doit surtout pas cacher ce qui pourrait aller un peu plus vite aussi. C'était la question de Dorothée, qu'est-ce que nous avons mis en lumière durant les états généraux de l'alimentation. Et je reconnais plusieurs d'entre vous qui avaient très activement participé. Je vous salue. D'abord, on s'est dit qu'on ne partait pas de rien, qu'il y avait en 2016 une loi contre le gaspillage alimentaire, qu'il y avait un travail européen qui était mené actuellement avec une Angélique Delahaye très engagée là aussi. Mais il fallait voir le constat de la situation aujourd'hui. Et avant même que moi je ne puisse comme parlementaire évaluer la loi que j'avais fait voter en 2016, ce sera le cas à la fin de l'année, pour voir précisément et de façon très rigoureuse, presque comptable, où nous en sommes vis-à-vis des objectifs que nous nous étions fixés. On s'est dit déjà, on était à l'automne dernier, comment on fait pour conforter ce que nous avons lancé? Deuxième question, comment on fait pour développer ce que nous avons lancé? Et 3, comment on se donne les garanties qu'on pourra l'inscrire dans la durée? C'était ça l'enjeu, la problématique des états généraux de l'alimentation, en tout cas dans l'atelier numéro 10 que je précise. Sur, première question, comment on fait pour conforter ce qui existe? Et on avait 2 points en particulier. Le premier, disant, la dynamique du don, elle est lancée en France. Et on voit bien aujourd'hui que quasiment, du point de vue des grandes surfaces, vis-à-vis des associations de solidarité, presque 100% des grandes surfaces donnent aujourd'hui, de plus de 400 mètres carrés. Bon. La question qu'on s'est juste posée, c'est est-ce qu'elles donnent toujours la qualité, donc du don aisément redistribuable?
La réponse est plus nuancée. Donc, on a posé cette question-là, et il faudra y répondre. Comment? Nous nous sommes dit, peut-être qu'il faudrait mettre des contreparties, puisque l'État, la puissance publique, nous les contribuables, on incite, on encourage le don alimentaire, puisqu'il y a une déduction fiscale. Bien, peut-être pourrions-nous la sortir de contrepartie. Celui qui donne, très bien, il est généreux, tant mieux, mais il faut qu'on s'assure avec lui que ce qu'il donne sera réellement utile et ira bien à celui auquel c'est destiné. Donc là-dessus, on s'est dit, prochaine loi de finances, il y aura quelque chose à faire là-dessus. Hein, l'idée de la contrepartie. Et toujours pour conforter, deuxième point, ce qui est très important, c'est de savoir comment, je vous parlais de freins à lever, on peut encourager toutes les initiatives qui existent sur le terrain et qui peinent parfois à trouver ne serait-ce qu'un bout de financement. Hein? Et on s'est dit, là, si on croit qu'il faut une politique nationale de lutte contre le gaspillage alimentaire, eh bien, il faut qu'on trouve une ligne de crédit dans le budget de la nation qui soit dédiée à la lutte contre le gaspillage alimentaire. Que ce soit symboliquement inscrit et que derrière, il y ait des crédits qui permettent de soutenir partout où c'est nécessaire ces associations, ces collectivités, ces entreprises qui mettent en œuvre des projets qui parfois butent sur des choses très simples. Comment on finance le camion, comment on finance le frigo. Si demain on va plus loin, et j'en dirai un mot dans un instant sur la restauration collective, comment on garde au chaud, comment on garantit le respect des prescriptions de sécurité sanitaire. Tout ça, ça coûte un tout petit peu d'argent. Et il nous faut donc une ligne. Quelle ligne? On a dit, c'est la proposition que je porterai dans le projet de loi de finances, donc à la rentrée, puisque là c'est dans le budget. Eh bien, pourquoi ne pas affecter une partie de la TGAP, la taxe générale sur les activités polluantes, au financement des actions contre le gaspillage alimentaire. Hein. Et puis comme on a de l'ambition, on a dit, bah tiens, 50 millions. C'est pour créer du débat, ça. En tout cas, espérons, il faut qu'on soit vraiment soudés. En tout cas, premier point, comment on conforte ce qui existe, le travail sur la qualité, le travail sur le financement. Deuxième point, comment on développe. Là-dessus, on s'est dit, et ça c'était le verre à moitié plein, ça a été repris dans le projet de loi, dans la loi maintenant qui a été votée en première lecture. Pour nourrir en permanence cette dynamique contre le gaspillage alimentaire, il ne faut pas qu'on s'en tienne aux dons des grandes surfaces vers les associations de solidarité ou aux dons des agriculteurs. Il y a d'autres acteurs économiques qui peuvent être mobilisés et qui sont sans doute prêts à le faire. La restauration collective en particulier. Donc, là, on change de dimension, puisqu'il ne s'agit pas simplement de redistribuer des produits frais, des produits secs, mais des produits qui ont été transformés. Hein, des repas qui ont été préparés, qui n'ont pas été servis, qui ont été préparés dans des cantines scolaires, dans des EHPAD, dans des restaurants d'entreprise, et qui pourraient être redistribués vers ceux qui ont juste besoin de manger au moins une fois par jour. Et ils sont nombreux dans notre pays. Fort heureusement, je m'en réjouis, ça a été inscrit dans la loi qui a été discutée de longs jours et de longues nuits la semaine dernière. Donc là c'est dans la partie ordonnance de la loi, donc le gouvernement a 6 mois pour présenter un dispositif qui pourra être efficace. Moi, ce que j'ai suggéré, le gouvernement l'a repris, c'est que on travaille là d'abord par expérimentation. Parce que c'est une autre logistique que de redistribuer des produits secs ou des produits frais. Les associations de solidarité qui sont volontaires disent, mais attendez, redistribuer le soir, par exemple, des repas qui ont été préparés le midi, il faut mobiliser les bénévoles. En soirée, c'est pas la même chose qu'en journée. Il faut des lieux où la restauration est possible, il faut pouvoir garder au chaud, pouvoir mettre en température. C'est une autre logistique. Donc moi j'ai suggéré qu'il y ait une expérimentation et qu'on tire bilan de cette expérimentation en 6 mois pour ensuite généraliser au plan national. Mais on avance, on développe. C'est le deuxième point. Tant mieux. Troisième point, dans notre atelier des états généraux, comment on inscrit dans la durée.
Et là, alors là, c'est plutôt mon regret par rapport à la dernière séquence. Nous nous sommes dit, si on veut être efficace durablement, nécessairement il faut l'éducation. L'éducation à l'alimentation et à la lutte contre le gaspillage. Je vous vois tous dire oui, je vous assure que ce n'est pas si simple dans l'hémicycle. Parce que ce que nous avons porté dans les États généraux, c'est que cette éducation à la lutte contre le gaspillage, elle ne soit pas simplement laissée à la bonne volonté de ceux qui sont conscients, qui sont sensibles, qui sont engagés, qui sont militants, souvent des collectivités, des associations, et c'est fait en dehors de l'école, c'est fait sur le temps du midi, très bien. Mais si ça pouvait être fait pendant l'école, sur le temps scolaire, que ce soit inscrit, diffusé, que ça puisse irriguer les programmes scolaires, ah ben on est ambitieux. Hein. Et c'est ça, l'éducation à l'alimentation. Et il faut qu'on soit cohérent et logique. Hein. La politique de l'alimentation, c'est, Angélique l'a dit, c'est une politique environnementale, c'est une politique sociale, mais c'est aussi une politique éducative. Bon. Là-dessus, je dois le reconnaître, moi je n'ai pas réussi à convaincre une majorité du gouvernement dans l'hémicycle. J'aurais voulu qu'on soit beaucoup plus volontariste, beaucoup plus allant, et que l'éducation nationale reprenne la balle au bon. Parce que chaque fois qu'on a parlé alimentation ces derniers temps, notamment dans les États généraux, on arrive à mobiliser beaucoup de ministères. L'agriculture, bien sûr, l'environnement, ça va de soi, la santé qui s'y intéresse de très près. Mais pour mobiliser l'éducation nationale, c'était un tout petit peu plus compliqué. Bon, nous, on a réussi à trouver quelqu'un qui s'est dévoué au ministère de l'Éducation pour venir plancher devant nous dans l'atelier donc des États généraux. Mais on sent bien que c'est pas, comment dire, on n'est pas dans l'ordre de l'évidence là. Bon. Alors on va continuer à essayer de convaincre. Mais l'objectif, il est là. Hein. Si on veut inscrire durablement, il faut une action en profondeur. Et qui dit action en profondeur, dit action sur les consciences, les mentalités, donc l'éducation. Et c'est voilà, c'est le chemin qu'on doit suivre maintenant. En tout cas, mais il faut se réjouir quand même. Parce qu'il y a eu la loi, c'est un débat, puis un débat politique, mais regardez depuis 5 ans tout le progrès qu'on a fait, qu'on a accompli tous ensemble. Et puis la société pousse les élus à prendre leurs responsabilités. Alors c'est à la société de convaincre ses élus, de choisir les représentants qui pourront mettre en œuvre, et puis c'est à nous aussi d'être peut-être plus convaincants qu'on l'a été jusqu'à présent. Mais ce qui est bien, vous voyez, c'est qu'il y a la droite et il y a la gauche, ensemble. Et ben, c'est ça aussi, je pense, c'est cet esprit-là qui nous a permis de progresser finalement assez rapidement, et de nous mettre d'accord sur des grands objectifs. Voilà. Donc un message d'optimisme, en même temps toujours très, très réaliste, et le chemin n'est pas terminé loin s'en faut, et si on veut le poursuivre, ben, on a toujours besoin les uns des autres. Hein. Vous êtes des acteurs, des militants, je l'imagine, de la cause de la solidarité et de l'anti-gaspillage alimentaire, sans doute de l'environnement aussi, parce que tout ça est tout à fait lié, c'est le développement durable et l'économie circulaire. Et bien, on a encore des heures, des jours, des semaines, des mois et sans doute des années à travailler ensemble. Bon courage à tous. Merci, c'est bien perspective. C'est la notion de synthèse entre la droite et la gauche, le point de vue de la science et de la recherche. Sur la lutte contre le gaspillage alimentaire. Je ne sais pas si j'ai l'ambition de faire une motion de synthèse, mais en écoutant Guillaume Garot, je me souvenais de ce que m'a dit un ami canadien. Son fils est directeur des déchets dans sa classe. Et je me demandais si au-delà des modifications de programme, parce que ça, je comprends bien que l'éducation nationale, comme tout le monde demande de modifier les programmes, ça, voilà, mais je sais pas. On a été bien plus malin que ça. Hein. Ah ben vous avez sûrement été beaucoup plus malin que ça. Mais orienter la mise en œuvre des programmes en tenant compte de ces questions de lutte contre le gaspillage. Ben, je sais pas, si ça peut vous donner une idée, il est très fier d'être directeur des déchets, il est en primaire, et je pense que ça le marque à vie. Parce que ses copains ne sont pas toujours très propres. Alors, pour parler du sujet qui m'était assigné, qui est recherche et gaspillage alimentaire, je vais reprendre des verbes que certains d'entre vous vont reconnaître. Il s'agit d'observer, il s'agit de comprendre, il s'agit d'agir,
Et maintenant, il s'agit aussi, parce que maintenant on s'est rendu compte quand même qu'il fallait toujours une boucle d'interaction, une circularité quelque part, il faut aussi évaluer, et j'étais très, très heureuse d'entendre Guillaume Garot dire que la phase de l'évaluation va arriver pour interagir sur la phase de l'action. Alors la recherche, au fond, elle intervient surtout dans la phase observer et comprendre. On a parlé tout à l'heure des chiffres de la FAO qui avaient été un peu un électrochoc. Jean-Paul Jamet avait tout à fait raison de dire qu'ils ont une manière de compter les pertes et gaspillages qui est évidemment un petit peu large, parce que quand c'est réutilisé pour l'alimentation animale, ils le comptent dans pertes et gaspillages. C'est pas sûr que ce soit une perte et gaspillage. Au contraire, c'est peut-être une bonne manière de penser à cette économie circulaire, quoi qu'il arrive. Ils ont joué leur rôle, c'est-à-dire les 30% de pertes et gaspillages ont fait que c'est devenu un thème travaillé au niveau mondial avec des plans d'action pays par pays, et donc finalement ils ont mis en route. Alors en France, les chiffres sont un petit peu plus sérieux, c'est-à-dire qu'ils ont été effectivement faits après des enquêtes, et c'est quand même 20 kilos de déchets que vous et moi, nous jetons chaque année. C'est 10 millions de tonnes de déchets, globalement, de la chaîne alimentaire. Alors évidemment, c'est beaucoup plus que ce que nous jetons à domicile, puisque c'est toute la chaîne qui voit des pertes. Je reprends les chiffres de l'ADEME. Et ça, c'est plus frappant, et ça répond bien à ce que Angélique Delahaye disait tout à l'heure. 19% des aliments produits en France sont perdus. 3% des émissions de gaz à effet de serre, l'équivalent de 3% des émissions de gaz à effet de serre. Et on se fatigue beaucoup pour diminuer les gaz à effet de serre de 3%. Donc voilà, d'une certaine manière, on contribue à cet objectif cher au cœur des agriculteurs, de ne pas perdre l'alimentation produite, et on contribue à la lutte contre l'émission de gaz à effet de serre. Alors comprendre, c'est ce que vous disiez sur la coopération, il y a un certain nombre de mécanismes. Au fond, pour que ça change, il faut comprendre pourquoi c'est comme ça. Et j'ai repris quelques travaux de recherche intéressants, parce que de fait, on revient à vos mécanismes animaux pour certains d'entre eux que vous avez décrits. Je vais vous décrire une première petite expérience qui est réelle. C'est donc des sociologues qui ont travaillé sur le recyclage dans une ville des États-Unis. Ça ne marche pas. On faisait des campagnes de pub, ça ne marche pas. C'est aux États-Unis, je pense qu'on pourrait mettre France, ça pourrait être pareil, mais enfin là, en l'occurrence, c'était aux États-Unis. Ça ne marche pas, et on a beau faire des campagnes, tout ça. Il y a eu une idée géniale, mettre des sacs transparents. On met des sacs transparents, donc tous les voisins voient ce que vous mettez au recyclage dans la collecte. Et là, c'est l'effet collectif. Je vois que mon voisin fait, ou je vois que mon voisin ne fait pas, et il y a eu une espèce de... Et ça s'est mis à marcher. Donc, je veux dire, la recherche en sociologie et en psychosociologie, ça permet de lancer des actions utiles. C'est tout bête, mettre un sac transparent au lieu d'un sac opaque, c'est pas bien compliqué ensuite. Mais avoir compris que c'était ça qui déclenchait, c'est important, et le règne animal, pour ça, peut nous stimuler. Deuxième type des travaux de recherche faits à l'école de management de Grenoble, où effectivement, ils ont observé les comportements du consommateur. Donc, d'abord, ils se sont rendus compte que dans le magasin, d'une certaine manière, les gens achetaient parfois trop, achetaient des choses qu'ils ne mangeaient pas après. Et ils se sont rendus compte que c'était parce que l'acte d'achat, c'était une manière de se donner une identité. Vous voyez, j'ai les moyens d'acheter, j'en ai plein mon caddie. Je consomme des aliments sains, donc je mets plein de salades et de choses très fraîches, parce que ça c'est bon, vous voyez bien que je suis une bonne mère, donc j'achète ce qu'il faut. Pas de chance, après, c'est pas ce que la famille a envie de manger, donc parfois ça finit pas où on pensait que ça finirait. Donc travailler sur le fait que c'est une manière pour les gens, voilà, ils n'achètent pas forcément ce qu'ils vont utiliser, et c'est un des ressorts, une fois qu'on a compris que c'était un des ressorts du surachat ou du mauvais achat ou de l'achat qui mènera au gaspillage, ben c'est une manière, on peut agir sur ces facteurs. Le deuxième facteur qu'ils ont identifié, c'est ce qu'ils appellent la diversification naïve. C'est-à-dire que les gens savent qu'il faudrait qu'ils mangent divers. Mais pas de chance, les enfants, ils aiment toujours leurs pâtes et leurs saucisses ou leur purée et leur jambon, enfin je sais pas quoi. Et donc quand on achète autre chose, ça marche pas terrible. Je sais pas si vous avez expérimenté, mais je pense que oui. Donc pareil, source de pertes et gaspillages, parce qu'ensuite ce sont des choses qui ne sont pas utilisées. Donc comprendre là aussi d'où ça vient pour passer des messages. Après, il y a un troisième élément qui m'a beaucoup amusé quand j'ai vu ça, c'est que quand les gens compostent, ils ont moins de réticence à gaspiller.
ils ont bonne conscience. Apparemment, il y a 41% des gens qui font du compostage qui ont moins de réticence à gaspiller. Donc, voilà. Et une fois qu'on a compris ça, c'est que, mais oui, mais ça veut dire que le compostage est utile, mais à condition qu'il ne devienne pas... Et puis... oui, et après, bien sûr, que le consommateur ne peut pas agir seul. C'est-à-dire que quand vous avez des emballages qui ne correspondent pas à une personne unique, alors que vous n'avez qu'une personne dans le foyer, quand vous avez des promotions qui vous incitent à en prendre 2 ou 3 quand vous n'en avez besoin que d'un, bon, tout ça, ça demande des réglementations collectives. C'est-à-dire que le consommateur n'agit pas seul. Hein, je pense que on a dans la salle des personnes particulièrement compétentes sur le fait que, évidemment, il y a des conditions d'environnement, des conditions sur l'urbanisme, des conditions sur... le marketing, enfin des conditions. Donc tout ça, c'est un volet réglementaire, Guillaume Garot en parlait, le consommateur ne peut pas agir tout seul. Mais une fois qu'on a mieux compris que le consommateur agit, et ben on peut à ce moment-là cibler les actions sur des choses efficaces. Voilà. Et puis la recherche ensuite, elle peut servir à évaluer, c'est effectivement à tirer des leçons de ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Je vous donne des exemples. Dans le bouquin qu'on avait écrit avec Gérard Matron, on a donné un tas d'exemples qui dans le monde marchent. Vous mettez le pain en début de chaîne libre-service dans les cantines ou à la fin de la chaîne. Si vous le mettez en début de chaîne, les gens ont faim, donc ils vont en prendre beaucoup, ils ne vont pas le consommer. Si vous le mettez en fin de chaîne, ils en prennent moins. De la même manière, enfin, je veux dire, on peut multiplier les expériences comme ça. Si vous avez faim quand vous allez faire les courses, vous achetez plus que si vous n'avez pas faim quand vous allez faire les courses. Et une fois qu'on a décortiqué tous ces mécanismes, eh bien, c'est tout bête de donner un conseil aux gens. Eh bien, écoutez, mangez un petit truc avant d'aller faire vos courses, ou mettez le pain à la fin de... Voilà. Et c'est toutes ces actions, vous voyez, ça n'a pas l'air révolutionnaire tout ça, mais comprendre, c'est une manière de mieux agir. Voilà ce que je voulais passer comme message de la recherche. Merci beaucoup. Je ne sais pas si la salle avait des questions, parce qu'on devait clôturer à 18h, donc on est dans le timing, c'est parfait. Ça peut donner l'occasion aux uns aux autres, éventuellement, ou d'interroger Marion, ou de réinterroger notre expert sur sa présentation. Vous avez encore, 3-4 minutes. Je vous avais oublié. Bonjour, une petite question pour vous, madame. Je suis tout à fait favorable. Oui, Cyril Schwartz, Corporate Garden. J'installe des potagers dans les entreprises. Et ma question, c'est justement quel lien cela fait avec l'agriculture urbaine émergente dans les villes. Est-ce qu'il y a déjà des contrats qui sont passés avec des lieux de production? Est-ce qu'il y a des projets en la matière? Parce qu'il y a quand même une production naissante, encore faible, qui reste pédagogique, et qui peut-être demain aura un certain volume qui pourrait être intéressant à récupérer pour les actions que vous menez. Bon, d'abord, cela ne fonctionne pas avec des systèmes de contrats, mais un bénévolat des agriculteurs qui appellent pour dire, ben voilà, je n'ai pas pu vendre ça, est-ce que vous pouvez m'aider à le distribuer auprès d'une association d'aide alimentaire? Le cas que vous proposez ne s'est encore pas présenté. Bon, c'est vrai que l'émergence de l'agriculture urbaine répond à une attente de consommation locale. Donc, je ne vois pas pour le moment ce qui pourrait justifier qu'ils aient des excédents, parce qu'ils sont beaucoup moins nombreux, enfin en tous les cas, ce qu'ils produisent est moins important que potentiellement la demande à laquelle ça doit répondre. Pour autant, des accidents climatiques qui fait que d'un seul coup il y a plus de produits que ce qui était prévu, et il n'échappe pas à cette règle-là, qui est celle du monde agricole de façon générale. Donc si on était sollicité, je ne vois pas pourquoi cela ne répondrait pas, mais on est sur un système on ne va pas chercher les gens, c'est ceux qui ont besoin d'écouler des produits parce qu'ils ne veulent pas qu'ils soient perdus, qui viennent au-devant de Solal, et Solal est là pour leur faciliter la vie et faire en sorte que le don devienne un réflexe, plus qu'une contrainte, parce que très souvent, pour l'avoir constaté, j'allais dire à la maison, souvent l'agriculteur qui a donné, c'est qu'il est dans une situation compliquée de marché, donc il est stressé, et il faut que le don soit quelque chose qui ne vienne pas se surajouter à la complexité et aux problématiques qu'il a à résoudre. Donc c'est toute la vocation de cela, de prendre en charge la totalité de cette problématique pour lui permettre de faire le don dans les meilleures conditions. Est-ce qu'il y a une dernière question? Sinon, je vais vous inviter à un moment plus festif, même si je trouve que nous avons eu des nourritures
pour l'esprit toute l'après-midi, ventre affamé n'ayant point d'oreille, je vous propose de partager un moment de convivialité préparé par notre chef François Pastot. Et en tout cas, encore merci. Merci pour ces 5 ans.